voilà, j'ai conçu cette présentation dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens où je pense que vous allez pouvoir trouver une version un peu différente de ce qu'on peut trouver traditionnellement sur les biais cognitifs, et ça pourra compléter des choses que vous pouvez trouver sur le web. En tout cas, ce que vous allez voir ce soir, c'est sorti là, comme ça, là, depuis quelques jours. Donc, pour l'instant, ça n'a jamais été montré. Donc, je le montre pour la première fois. Et ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours. La question, donc vous voyez bien mon écran, prisonnier d'un bug mental, c'est ça? Parfait. Et donc, la question qu'on se pose, c'est effectivement, sommes-nous prisonniers d'un bug mental dont on va parler pendant toute notre soirée? Et vous voyez une photo magnifique de ma fille, Amy, que j'associe à à cette présentation. Je mets régulièrement des photos des enfants ou de l'environnement dans les présentations. Sommes-nous prisonniers d'un bug mental? C'est ce qu'on va voir. C'est parti. Léonard de Vinci a dit: rien ne nous trompe autant que notre jugement. Bon, voilà. Alors, quand c'est Léonard de Vinci qui le dit, bien entendu, bon, voilà, on se sent déjà à l'aise avec ça. En tant que coach, vous pratiquez ça au quotidien. Je suppose que, puisque vous allez travailler vraisemblablement sur le jugement, sur les pensées, les émotions, les croyances des personnes que vous accompagnez. Voilà, le fait de le savoir, ça donne déjà un premier niveau de vigilance. Ce dont on va parler pendant cette heure et demie, c'est ça. C'est premièrement, bon, je vais me présenter brièvement. On va partir d'exemples du quotidien qui sont liés à ce qu'on va catégoriser comme des biais cognitifs. Je vais expliquer pourquoi on a des biais, quelle est leur utilité, à quoi ça nous sert. Je vais expliquer, bien entendu, quel est l'inconvénient et le désavantage, les problèmes que pose le fait d'avoir des biais cognitifs. Et ensuite, on regardera côté personne accompagnée, comment on peut gérer ça, et comment on peut gérer ça aussi du point de vue des coachs. Puisque bon, la mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que en tant que coach, on a aussi des biais cognitifs. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle, mais en tout cas, voilà, on a tous des biais cognitifs. Donc, on va en parler. C'est parti. Pour me présenter en 2 mots, donc j'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé pendant 30 ans dans les grands groupes industriels en high-tech essentiellement. Et là, sur ma photo, là, juste à côté, sur ma grille, je vois une de mes anciennes collègues, Frédéric, là, qui est à côté, qui me fait un grand sourire. C'est marrant parce qu'elle est à côté. Et on a travaillé avec Frédéric dans une des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé pendant de nombreuses années, Motorola, qui est devenu Freescale, qui est devenu NXP. Pendant 30 ans, donc, j'ai travaillé dans des entreprises high-tech. J'ai une formation d'ingénieur et ce que j'aime essentiellement, c'est la science. J'aime beaucoup comprendre les mécanismes, j'aime beaucoup comprendre comment les choses fonctionnent et j'aime beaucoup construire des modèles. Alors, je suis sûr que ceux qui sont parmi vous et qui ont fait de la process-com sont déjà en train de mettre une étiquette. On va en parler un peu plus loin. Voilà, 30 ans dans les entreprises high-tech. En parallèle de ça, je suis formé, j'ai un master en communication scientifique. Et j'ai, en fait, l'essentiel de ma carrière, je ne l'ai pas fait dans le domaine technique, mais j'ai fait plutôt dans le domaine de la communication. Et voilà, j'ai été en charge de la communication de ces grandes entreprises, d'Asso Systèmes. J'ai travaillé avec IBM, j'ai travaillé pour Renault, j'ai travaillé pour toutes ces entreprises pendant 25 ans à des postes de différents niveaux de responsabilité. Et avec des responsabilités européennes, notamment en com interne et en com digital, pour différentes entreprises. Ce que j'aime, la deuxième chose que j'aime, c'est transmettre, c'est pouvoir manipuler quelque chose, un message, comme de la terre glaise, et en faire quelque chose qui est compréhensible et appropriable par les autres. J'adore le fait de vulgariser et de transmettre des messages. Ça fait partie de ma formation en communication scientifique. Et donc derrière, ce qui m'anime aussi, c'est le fait d'être en relation avec les autres et de travailler aussi sur les motivations. Donc ça, c'est mon deuxième grand axe. Pendant 25 ans, j'ai travaillé sur ce sujet. En parallèle de ça, le troisième sujet sur lequel j'ai travaillé, ce sont les sciences cognitives et comportementales.
dans les années 90, en 89 exactement, j'ai démarré un parcours de sciences cognitives et comportementales. Et ce soir, j'ai beaucoup à la fois de fierté et d'émotion de voir que dans les petites grilles, là, parmi les, je ne sais plus combien de personnes qui sont présentes, il y a plusieurs personnes qui ont démarré ce parcours. On était ensemble là, dans les années 90 et on a fait un long parcours en sciences cognitives et comportementales. Et les gens qui sont là, donc des amis de longue date, ce sont des gens qui sont beaucoup dans l'accompagnement, différents types d'accompagnement. On a démarré un parcours qui s'apparente à du coaching. Bon, dans les années 90, on parlait un tout petit peu de coaching, mais on a été formé par de grands professeurs américains, canadiens, français, belges, suisses, pour ce parcours. Et ce parcours en sciences cognitives et comportementales, je l'ai complété en arrivant, en continuant ici à Toulouse, dans les années 2010, où j'ai commencé à me former en neurosciences cognitives et comportementales, puisqu'entre-temps, les neurosciences étaient arrivées. Et les neurosciences sont venues objectiver, rationaliser et mettre des mots sur des phénomènes ou des mécanismes qu'on avait commencé à identifier, qu'avaient identifié depuis très longtemps Platon, Aristote et tout ça, mais aussi l'analyse transactionnelle, la PNL, le ProcessCom, enfin différentes approches. Et les neurosciences cognitives et comportementales sont venues poser des mots sur et objectiver justement des comportements humains en rationalisant tout ça. Donc moi, je me suis formé, je suis certifié, je suis praticien certifié en ce qu'on appelle l'approche neurocognitive et comportementale. Voilà, donc j'ai différents niveaux de formation sur cette approche. Aujourd'hui, depuis 4 ans, j'ai monté ma propre structure et donc je suis consultant et j'aide les entreprises ou sur des problématiques de communication qui on est, ou sur des problématiques d'accompagnement du changement, puisque je vais de qui on est à qui je veux être, et au milieu, comment je fais pour passer de qui je suis aujourd'hui à qui je veux être demain. Ça passe souvent par des problématiques de transformation et des problématiques d'accompagnement du changement. Voilà. Et donc l'entreprise que j'ai créée s'appelle Mindolution, la révolution de la pensée. Avançons. Qu'est-ce que vous voyez? 3, 2, 1, partez. Alors, allez-y, dites-moi ce que vous avez vu. Un oursin dans une main. Dites-moi ensuite. Pareil, une personne dans l'eau qui tient un oursin dans une main. Une personne dans l'eau qui tient un oursin dans une main. Ouais, quoi d'autre? Un visage avec une main. Un plongeur. Un plongeur. Oui. Allez-y, vous pouvez ou le mettre dans le chat ou le dire en live, là. Vous avez vu quoi? Un plongeur et un visage sur la droite également. Un plongeur et un visage sur la droite. Ouais. Voilà, des plongeurs, voilà. Une jeune fille qui admire un bel oursin. Voilà. Une personne qui regarde un plongeon. Hein. Un décalage de taille de 2 personnages. Un plongeur. Voilà. Quelqu'un qui se jette à l'eau et un visage à côté. Ouais. Ok, parfait. Bon, c'est très bien. D'accord. Bon. Reprenons l'image. Je reviens un peu en arrière. Hein. C'était fait exprès, bien entendu. Je reviens un peu en arrière. Paf. Ah oui, un plongeur, ouais. Ah oui, un plongeur avec un oursin. Ah oui. Pardon. Alors quoi? Ah oui, finalement, c'est quoi? Un plongeur avec un oursin dans la main. Dans la main, oui, comme ça. C'est vrai. Ah oui, oui. Ouais. Plongeur avec un oursin, oui. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand ça va vite, et souvent, par exemple, quand on conduit ou souvent quand on voit une image entre 2 trucs, en fait, le cerveau, quoi qu'il arrive, se fait une idée de ce que c'est. Le cerveau n'aime pas l'incertitude, et c'est ce qu'on va voir pendant toute cette soirée. Le cerveau a horreur de l'incertitude. Donc, quand il y a une incertitude, le cerveau va inventer ou identifier ce que lui pense être le plus judicieux et le plus pertinent. Et en fait, c'est intéressant parce que quand on regarde cette photo, la première réaction qu'on a, c'est effectivement de voir quelqu'un on a l'impression d'avoir la tête de quelqu'un et puis il est en train de plonger.
effectivement. Et en fait, quand on prend quelques secondes pour regarder cette photo, ben on voit que c'est juste une dame qui tient un oursin dans sa main. Okay. Alors ça, on le voit pas de suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre cerveau l'a compris, ou en tout cas, votre cerveau a identifié une interprétation pour ça. Quoi qu'il arrive, votre cerveau va donner une interprétation à ce dessin. J'avance. Vous vous rappelez du 15 mars 2020 et la fameuse photo qui a été prise le long du canal Saint-Martin. 15 mars 2020, je vous rappelle que c'était le début du confinement et on avait dit à tout le monde, ben, restez chez vous. Restez chez vous parce que le confinement démarre. Ben, restez chez vous, ben, quand on voit, et puis surtout, ben, c'est le début de la distanciation sociale aussi. Hein, donc voilà. Alors bien entendu, quand on comprend, quand on voit cette photo, on se rend compte que ben, le confinement n'était absolument pas respecté. Et la question qu'on peut se poser, c'est mais comment ça se fait que le confinement n'était pas respecté? Bon, effectivement, c'était quelque chose de nouveau, mais on peut se demander pourquoi le confinement n'était pas respecté. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les premiers messages qui avaient été envoyés, notamment par le gouvernement au début, et par les gens qui voyaient arriver cette, qu'on n'appelait pas encore une pandémie, mais en tout cas, voilà, cette maladie, la première qualification qu'on avait donnée à cette maladie, c'était une grippette. On avait dit non, mais c'est pas grave, vous n'en faites pas. De toute façon, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face à ce phénomène qui a l'air relativement restreint et bénin. Et puis d'autre part, c'est pas beaucoup plus important qu'une grippette. Et ben en fait, le fait d'avoir identifié ça au début comme une grippette et de l'avoir catalogué pour tout un tas de raisons, hein, l'objectif c'est pas d'identifier pourquoi ça avait été catalogué de grippette, mais le fait d'avoir identifié ça comme une grippette, c'est aussi ce qu'on va appeler une erreur de jugement, donc un biais. Et le fait de démarrer avec une première impression de quelque chose va faire perdurer cette impression. Et c'est l'un des biais qu'on va évoquer plus loin. Et donc, ben, on se rend compte que les biais, ces fameux biais dont on va parler, ben, ce sont des jugements, des pensées, mais qui vont avoir un impact extrêmement important sur notre comportement. Parce que ça nous amène à aller sur le bord du canal Saint-Martin et à continuer à profiter des beaux rayons de soleil, alors qu'en fait, il y avait sûrement déjà un danger important. Donc, les biais cognitifs, ce sont des jugements qui vont nous amener à avoir des comportements qui ne sont pas adaptés. D'accord ? Avançons. Je voudrais vous montrer une petite vidéo. Est-ce que ça va marcher? Alors, vous me dites rapidement, je vais lancer la vidéo et vous me dites si ça fonctionne. Voilà, elle est arrivée apparemment. The gentleman in the elevator Ça now marche? Oui. is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. Tout le monde rentre dans l'ascenseur et regarde vers l'arrière. How this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First, he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice
They take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bon, voilà. Donc, vous avez vu cette vidéo que vous connaissiez peut-être sûrement là. Donc, c'est une vidéo sur la conformité, sur le conformisme. C'est une vidéo qui est rigolote, mais qui met mal à l'aise. Je suppose qu'elle elle a pu vous mettre mal à l'aise. En tout cas, moi, elle me met mal à l'aise parce qu'en fait, on se rend compte à quel point on peut être manipulé et sentir la pression du groupe et se sentir manipulé d'une certaine façon. Et on se sent mal à l'aise vis-à-vis de la personne en question. Et en fait, la question, c'est toujours, finalement, qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que j'en arrive à avoir un comportement qui est inopportun. Alors peut-être qui est approprié par rapport à la situation de groupe, mais en tout cas qui est inopportun. Et c'est de ça dont on va continuer à parler en parlant des biais cognitifs. Je ne sais pas si vous avez une réaction sur cette vidéo. Non. Non. Ok, on va avancer. Alors, maintenant, je vais vous montrer des marques. Et ça va aller vite, hein, c'est très rapide. Vous allez me dire juste la nationalité, vous mettez dans le chat ou vous le dites. Hein. Vous me dites la nationalité de ces marques. D'accord ? Comme des garçons, vous savez, c'est une marque de fringues, là, les ados adorent les baskets comme des garçons. C'est, voilà, FR, français, voilà. Voilà, voilà. Donc, comme des garçons, c'est une marque japonaise. Hein. On est d'accord ? Alors, bien entendu, c'est vachement plus stylé de mettre comme des garçons, c'est-à-dire l'écrire à la française, puisque c'est une marque de fringues. La marque Prêt-à-manger, bon, bien entendu, Prêt-à-manger, comme son nom l'indique, c'est une marque anglaise, tout à fait, effectivement. Et puis Häagen-Dazs. Français. Danoise. Häagen-Dazs, voilà. Américain. Häagen-Dazs, effectivement, c'est américain. Mais par contre, tout a été fait pour que la consonalité, pour que la consonance, invite à penser que ce soit une marque d'Europe du Nord. Mais c'est américain, bien entendu. Alors, en fait, voilà, ça c'est aussi une autre forme de biais cognitif, c'est-à-dire qu'un élément de l'information va nous amener à avoir une image complète de ce qu'est la marque. C'est-à-dire que quand on voit comme des garçons, on peut imaginer que c'est relié à la France et que c'est relié au savoir-faire de la haute couture française. Quand on voit Prêt-à-manger, on peut imaginer que c'est le savoir-faire de la cuisine française. Quand on peut imaginer Häagen-Dazs, on peut imaginer derrière ce nom qu'on a tout le savoir-faire peut-être des pays d'Europe du Nord qui font sûrement de très bonnes glaces. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Donc, c'est l'usage d'une certaine façon d'une forme de biais qu'on va détailler. Et la question, c'est finalement, en tant que consommateur, par exemple, sommes-nous vraiment rationnels ? Ce pantalon, je ne sais pas si on appelle ça un jean, hein, ce jean, oui. Ce jean, c'est vendu sur la plateforme ASOS. Hein. Vos enfants ados connaissent sûrement, ou vous-même, vous connaissez sûrement la plateforme ASOS. Donc, ce jean, ils le vendent. D'accord ? Alors, je ne dis pas que les gens se battent pour l'acheter, hein, mais en tout cas, ce jean se vend. J'ai des cours de neuromarketing et je présente souvent ce jean, où je présente souvent, il y a un pull de la marque Zadig & Voltaire, un pull avec de gros trous, des trous énormes, qui est fait de façon très industrielle, bien entendu. Et ça se vend. Et au moment où on avait regardé ça, j'avais demandé à mes enfants de me donner quelques pistes. Ils m'avaient orienté vers ce genre de truc. Et les produits en question étaient épuisés. Ça coûte plusieurs centaines d'euros, bien entendu. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver à avoir un comportement aussi rationnel, puisque c'est sur la plateforme, ça se vend et ça s'achète, bien entendu. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver à avoir des comportements aussi rationnels pour mettre de côté la fonction du produit, c'est-à-dire couvrir ses jambes, quoi, qui est la fonction a priori d'un pantalon, pour en arriver à mettre ce genre de produit. Et derrière ça, il y a aussi une forme de biais cognitif.
Eh bien, sommes-nous rationnels? Écoutez, non. La réponse est effectivement non, nous ne sommes pas rationnels, puisqu'on peut avoir des comportements qui sont complètement irrationnels. Et la question, c'est pourquoi agissons-nous de façon qui peut paraître complètement illogique et complètement irrationnelle. Alors, il y a des gens qui ont étudié ça depuis très longtemps, hein, et ce qui est nouveau depuis une cinquantaine d'années, dans les années 70, on a deux gars qui ont travaillé spécifiquement sur justement les altérations du jugement et de la pensée, qui s'appellent Daniel Kahneman et Amos Tversky. Daniel Kahneman il a obtenu un prix Nobel d'économie en 2002, alors qu'il était spécialiste, c'est un neuropsychologue, donc il est spécialisé en psychologie, et il a obtenu le prix Nobel d'économie en 2002, en développant un grand pan de l'économie qui est aujourd'hui un des pans les plus actifs en économie, qui s'appelle l'économie comportementale, où on va rajouter justement la notion de psychologie dans l'économie. Alors, pourquoi agissons-nous en apparence de manière complètement illogique? Il faut aller justement chercher du côté des sciences qui ont apporté plus d'informations et plus de compréhension, et notamment du côté des neurosciences cognitives et comportementales, qui aujourd'hui amènent plus d'objectivation justement de tous ces comportements. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que quand on regarde le fonctionnement, ce qu'on sait aujourd'hui, on le sait beaucoup mieux du fonctionnement du cerveau, et on le sait beaucoup mieux notamment grâce à l'IRM, puisqu'en IRM, on arrive maintenant à voir ce qui se passe, les mécanismes biologiques qui se passent à l'intérieur du cerveau. Et c'est, je ne sais pas si on se rend compte parce qu'on est vraiment dedans, mais nous sommes la première génération d'êtres humains à pouvoir découvrir ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a toujours pensé que le cerveau, c'était une boîte noire, et on ne savait pas ce qui se passait. Et donc, par exemple, on pensait qu'il suffisait de déverser du savoir pour que les étudiants enregistrent toute cette information. Bien entendu, on sait que c'est complètement faux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, grâce à l'IRM, c'est 20 ans, entre 20 et 30 ans, pas plus, de recul. Depuis une vingtaine d'années, on commence à voir physiquement les fonctionnements et les mécanismes cérébraux, et l'aventure ne fait que démarrer, mais on commence à pouvoir identifier un certain nombre de mécanismes primaires, mécanismes biologiques, pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et ce qu'on comprend, c'est que le cerveau, contrairement à ce qu'on peut penser, le cerveau ne recherche pas, sa fonction, ce n'est pas de rechercher notre bonheur. La première fonction du cerveau, c'est d'assurer notre survie. Donc, le cerveau va tout mettre en place, va mettre en place tout un tas de stratégies qui sont conscientes ou inconscientes pour assurer notre survie. Pour assurer notre survie, le cerveau s'appuie sur 4 étages, entre guillemets, de son fonctionnement. Le premier étage, c'est que le cerveau va constamment rechercher de la sécurité. Et quand on voit tout simplement ce qui s'est passé au début du premier confinement, les stocks de pâtes complètement dévalisés dans les rayonnages, le cerveau recherche notre sécurité. On cherche à se sentir en sécurité. Alors vous savez, c'est tout simple, hein. C'est le bas de la pyramide de Maslow. Enfin, Maslow avait une bonne intuition. Maslow, 1940, dans les années 40, là, la vertu de son travail, ça a été de définir la hiérarchisation des besoins. Des théories sur les besoins, il en existe pratiquement 150. Hein. Donc, quand Maslow a amené sa théorie sur les besoins, la théorie en elle-même n'avait rien de spectaculaire. L'intérêt, la vertu de sa théorie, c'est que lui, il a commencé à hiérarchiser ses besoins. Et sa théorie, c'était de dire, je ne vais pas le refaire, mais c'était de dire, on passe à un étage supérieur dès que la satisfaction des besoins à un étage est comblée. Ce qui est en partie faux, en fait. Hein. Mais bon, donc c'était cette hiérarchisation des besoins qui était nouvelle. Premier étage, et on se rend compte que finalement, aujourd'hui, il y a une rationalité dans ce qu'a amené Maslow, qui a identifié ça de façon très empirique, mais on s'est rendu compte que biologiquement, quand on regarde les différentes strates de fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire à la fois comment les différentes espèces ont évolué et comment le cerveau des différentes espèces ont évolué de l'amibe jusqu'à qui nous sommes aujourd'hui, donc l'évolution des différentes espèces, mais aussi comment le cerveau se développe de l'embryon jusqu'à la personne adulte, donc les différents stades du développement du cerveau, on se rend compte que le cerveau passe par différents stades qui avaient été identifiés d'une certaine façon par Maslow.
Premier stade, la sécurité. Deuxième stade, une fois que j'ai assuré ma sécurité, je vais être intéressé par commencer à m'occuper de mon environnement et commencer à rentrer en relation avec les autres. Et pour ça, j'ai besoin, c'est mon cerveau grégaire, hein, c'est mon cerveau social, donc c'est pour ça que j'ai besoin de rentrer en relation avec les autres, c'est pour ça que j'ai besoin de m'identifier aux autres, c'est pour ça que j'ai besoin de faire partie de communautés, c'est pour ça que j'ai besoin de m'identifier dans des tribus, c'est pour ça que les ados qui sont en plein stade de développement justement de cette, pour faire simple, de cette partie de leur cerveau, entre la fin de l'enfance et le début et l'adolescence dans toute l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence, l'ado développe ce cerveau qu'on appelle la zone grégaire, pour faire simple, et donc il a beaucoup besoin d'être en interaction avec les autres, notamment par les réseaux sociaux, hein, c'est ce que viennent combler les réseaux sociaux, ce besoin d'être en relation et ce besoin de s'évaluer par rapport aux autres pour définir sa position grégaire. D'accord ? Et le cerveau a besoin pour sa survie d'être sûr qu'il est bien en relation, qu'il est en communauté et qu'il va pouvoir être d'une certaine façon protégé et admis et inclus dans une communauté. Une des pires peurs qu'on peut avoir, et c'est pour ça que souvent on a peur de parler en public, une des pires peurs qu'on a, c'est souvent d'être jugé, d'être exclu. Parce que dans le cerveau primaire, être exclu, ça signifie être rejeté du groupe et donc ça signifie être confronté à une mort probable. Donc, le fait d'être jugé et d'être exclu, c'est une peur qui est très archaïque et qui est souvent incontrôlable. Et la peur de parler en public, c'est beaucoup lié à ça. Hein. Donc, le cerveau a besoin de gérer la relation et de gérer le groupe. Troisièmement, une fois que le cerveau a géré la relation et le groupe, le cerveau va aller chercher du plaisir. Il va aller chercher du plaisir, il va aller chercher de l'envie, il va aller chercher du désir et il va aller chercher, alors pour faire simple, j'ai envie de dire du gras et du sucré, parce qu'en ayant des ressources gras et sucrées, je suis sûr que je vais pouvoir tenir et je vais pouvoir anticiper le futur qui peut me paraître incertain du point de vue de l'homo sapiens qui est pas sûr de son lendemain. Donc la chose qu'on va rechercher, c'est essentiellement satisfaire des besoins à court terme. Et on va voir qu'on est beaucoup encore fait sur ce modèle. C'est ce qui fait qu'on va préférer souvent la satisfaction de nos besoins à court terme versus le fait de construire et d'anticiper et de planifier des choses vers le long terme. Et puis le quatrième niveau de besoin auquel est confronté notre cerveau, c'est enfin un besoin de sens. Un besoin de sens, un besoin de développement, un besoin d'épanouissement, un besoin de satisfaction personnelle, et puis un besoin de faire partie de quelque chose, une mission, de faire partie de quelque chose qui est plus grand que soi, d'aller vers les autres et donc de dépasser aussi une forme d'ego. Ce quatrième sens, c'est un sens qui est, vous vous rappelez, tout en haut de la pyramide de Maslow, et c'est un sens qui est beaucoup moins intuitif et beaucoup moins réflexe que les trois premiers sens. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que les trois premiers sens, c'est-à-dire le besoin de sécurité, le besoin de relation et le besoin de plaisir, ça correspond à un mode de notre cerveau qu'on appelle le mode mental automatique. Et le mode mental automatique, c'est justement un mode qui est gravé, qu'on construit petit à petit. Il y a une partie qui est innée, une partie qui est acquise. Et c'est un mode qui correspond à la plus grande partie de notre fonctionnement au quotidien. C'est-à-dire que la plus grande partie de nos comportements, 90% de nos comportements au quotidien, sont liés à notre mode mental automatique. En parallèle de ça, le quatrième niveau de besoin, ça correspond au besoin de sens. Et ce besoin de sens, ça correspond à un niveau plus évolué, je vais dire. Et ce besoin de sens, ça correspond à ce qu'on appelle le deuxième mode mental, le mode mental adaptatif. Et ce mode mental adaptatif, c'est un mode mental par lequel on passe spontanément dans la journée, mais qui correspond environ à la louche à 10% de notre fonctionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on se place sur une échelle de temps d'une journée de 24 heures, si je mets à T0 le début de la journée, c'est le moment
où notre cerveau, pour faire simple, ce qu'on appelle notre cerveau émotionnel, c'est-à-dire le cerveau qui commence à enregistrer nos émotions, notre mémoire, nos pensées, nos valeurs. Si je place à T0 ce moment-là, donc le moment où notre cerveau émotionnel a démarré, et que finalement l'évolution de notre espèce, ça correspond à une journée, et bien finalement, le mode mental adaptatif et le monde moderne est arrivé là dans les 3 derniers centièmes de seconde de la journée. D'accord? Donc, je répète. À T0, on a le début de notre, du cerveau qui correspond au cerveau qui commence à enregistrer des choses, qui correspond à avoir des émotions et qui commence à définir notre comportement, ce qu'on appelle le cerveau limbique. Ça, c'est le T0. Il se passe toute une journée pour qu'on arrive aux 3 dernières centièmes de seconde où là, on commence à toucher, à développer à ce qui correspond à notre monde moderne, c'est-à-dire que notre monde moderne ne correspond qu'à 3 centièmes de seconde d'une journée de 24 heures du fonctionnement de notre cerveau. Ça veut dire que notre cerveau est surtout fait pour gérer des choses, pour avoir des réflexes très archaïques de fonctionnement, et il a un tout petit peu de capacité à gérer du développement, à gérer de l'épanouissement, à prendre du recul, à anticiper, à inhiber des pulsions. Alors ça, c'est quelque chose qui se développe puisqu'on a de la flexibilité, hein, on pourra en reparler, de la neuroplasticité, mais on a la capacité à développer, à définir de la souplesse mentale. Donc on peut développer cette capacité adaptative pour justement aller se développer, aller travailler sur le besoin de sens, le besoin d'épanouissement et le besoin de vision, mais ça reste quelque chose qui est vous allez voir contre-intuitif. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que 90% de notre fonctionnement, il est essentiellement automatique et qu'à peine, alors j'ai mis 10%, c'est peut-être 7%, 8% suivant les journées, peu importe, mais ça correspond à un fonctionnement qui est relativement faible dans notre journée. Ce qui caractérise ces 2 modes de fonctionnement, c'est que le mode de fonctionnement automatique, c'est un mode qui est très rapide, c'est un mode qui est très efficace, c'est un mode qui consomme très peu d'énergie. C'est un mode qui correspond à ce qu'on appelle globalement dans le langage courant notre zone de confort. C'est nos habitudes, c'est nos coutumes, c'est nos routines. Mais le problème de ce mode, c'est que c'est un mode qui n'est pas fiable. Et c'est là tout le problème et c'est le lien qu'on va faire avec les biais cognitifs. Donc, la majeure partie de notre fonctionnement, dans notre quotidien, c'est un fonctionnement qui est basé sur ce mode. L'autre partie de fonctionnement de notre quotidien, c'est l'autre mode qu'on appelle donc le mode adaptatif, qui lui est lent, qui consomme beaucoup d'énergie, mais c'est le mode qui permet d'explorer de nouveaux territoires, c'est le mode qui permet de se développer, c'est le mode qui permet d'apprendre des choses, c'est le mode qui permet de faire des liens entre de nouvelles informations, et c'est le mode qui va permettre de gérer l'imprévu, la complexité, voilà, qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort. Le mode automatique, c'est un mode qui, en fait, on est sur des rails de comportement, et le mode automatique, ça correspond concrètement, biologiquement, hein, ça correspond à des connexions, des connexions neuronales qui sont très épaisses. On a concrètement une gaine de myéline, une gaine qui est très épaisse et qui va permettre d'accélérer la circulation de l'influx électrique et chimique dans notre cerveau, et donc on a vraiment des autoroutes de comportement, c'est-à-dire que dès qu'on voit, je sais pas quoi, dès qu'on voit comment ça s'appelle, dès qu'on voit un beau truc de Nutella, on va être attiré parce qu'on se dit une bonne cuillère de Nutella, ça va me faire du bien. Donc en fait, on a des autoroutes de fonctionnement qui vont nous amener à avoir des comportements qui sont contraires à ce qu'on aimerait, dans l'idéal, pouvoir faire. Ces autoroutes de comportement, ça correspond à de grosses connexions, des connexions qui sont épaisses, et ça correspond à des connexions qu'on a tellement empruntées que ces connexions ne consomment quasiment plus d'énergie, consomment très très peu d'énergie. Et c'est pour ça que le cerveau a tout intérêt
à favoriser ce type de comportement, le comportement routinier. C'est-à-dire que quand vous faites votre thé tous les matins, quand vous allez au travail, quand on allait au travail, qu'on n'était pas encore en télétravail, quand on allait au travail tous les matins, vous preniez vraisemblablement tous les matins la même route, ou le même bus, ou le même métro, ou sans même vous demander par quel chemin vous alliez passer. Ben en fait, on est là dans le mode automatique, et le mode automatique, il est fait justement parce qu'il est extrêmement efficace et parce qu'il consomme peu. Puisque la première fonction du cerveau, c'est ça, c'est de gérer votre énergie et de gérer votre survie. Donc, faire tout ce qui est possible de son point de vue, du point de vue du cerveau, pour que vous consommiez le moins possible. Quand on est en phase dans l'autre partie, dans l'autre zone, quand on est en phase dans l'autre mode, quand on est en phase en mode mental automatique, adaptatif, pardon, on est dans un mode où le cerveau consomme beaucoup parce qu'en fait, on est en pleine forêt amazonienne avec une machette et on est en train de creuser, de commencer à explorer de nouveaux chemins, de créer de nouveaux sentiers, et donc on consomme énormément d'énergie au lieu d'être sur des autoroutes de comportement. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans un pays étranger, vous passez une journée à Londres, si vous n'êtes pas courant en anglais, vous allez être épuisé à la fin de la journée parce que vous avez fait énormément d'efforts, de compréhension, de diction, de concentration. Et là, vous êtes en mode mental adaptatif et vous avez exploré, vous avez créé de nouvelles connexions neuronales et vous avez entraîné et généré de nouveaux comportements. Et ça demande énormément d'énergie parce que vous créez de nouvelles connexions concrètement. Donc, le cerveau a tout intérêt à nous ramener dans ce fameux mode automatique. Eh bien, en fait, tout simplement, quand on regarde ce que sont les biais cognitifs, les biais cognitifs, ce sont des stratégies ultra rapides qui vont nous aider à aller directement au but pour éviter de consommer de l'énergie. On emmagasine, on crée par mimétisme ou par expérience ou par influence sociale ou par approximation, on va créer de nombreuses stratégies qui vont nous aider à aller droit au but dans 80% des cas. D'accord ? Et ce droit au but dans 80% des cas, ça va nous permettre justement de consommer très peu d'énergie. Donc, ces stratégies fonctionnent dans un bon nombre de cas, mais par contre, quand l'environnement évolue, quand l'environnement devient complexe, quand l'environnement est lié à tout un tas d'imprévus ou d'incertitudes, les stratégies qu'on avait identifiées et qui sont imprimées, et qui sont engrammées dans notre cerveau, ces stratégies ne sont plus adéquates et ne sont plus pertinentes. Ces stratégies sont faites pour aller droit au but et consommer le moins d'énergie possible, mais le problème, c'est que ces stratégies ne permettent pas de gérer la complexité, ne permettent pas de gérer l'imprévu, ne permettent pas de gérer l'inconnu, ne permettent pas de gérer l'inconfort. Et c'est ça tout le problème. Pourquoi on met en place ces stratégies ? En fait, on met en place tout simplement ces stratégies, comme je le disais, pour gagner du temps et pour aller droit au but. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on reçoit à chaque moment, là, maintenant, vous recevez 11 millions d'informations par seconde. En tout cas, votre cerveau reçoit 11 millions d'informations par seconde. D'accord ? Or, le problème, c'est qu'on ne peut pas traiter 11 millions d'informations par seconde consciemment. Donc, votre cerveau est obligé de faire des choix et votre cerveau ne peut traiter que 40 informations par seconde. D'accord ? Donc 11 millions d'informations par seconde, ça c'est ce qu'on reçoit à travers l'ensemble de nos sens, vue, goût, ouïe, toucher, machin. Et par contre, consciemment, le cerveau ne peut traiter qu'une toute petite, une infime partie de ces informations reçues. Et donc, le cerveau fait des choix. Le cerveau fait des choix parce qu'on est constamment submergé d'informations. C'est-à-dire que si, a posteriori, alors ces informations sont reçues, elles ne sont pas traitées consciemment, mais par contre, elles sont souvent mémorisées inconsciemment. C'est-à-dire que si je vous demande, à la fin de cette conférence, est-ce que pendant la conférence, vous aviez chaud ? Alors, ce n'est pas une information qui était consciente, enfin, vous n'étiez pas posé la question avant que je vous pose la question. Est-ce que pendant la conférence, depuis tout à l'heure, depuis le début du webinaire, est-ce que vous aviez chaud ? Vous allez pouvoir me dire oui, j'avais chaud ou non, j'avais froid. Est-ce que vous aviez mal à votre cheville gauche ? Vous pouviez me dire oui, j'avais mal. Ah oui, c'est vrai, effectivement, j'avais mal à votre cheville gauche ou pas. Donc, vous aviez l'information, vous aviez accès à l'information, mais elle n'était pas consciente. Donc, ça veut dire que l'information arrive, mais elle n'est pas traitée consciemment.
parce qu'il y a un choix qui est obligatoirement défini par le cerveau, qui choisit par rapport à l'environnement et par rapport à ce qu'il identifie comme danger ou comme priorité à ce moment-là, pour vous, consciente, le cerveau va définir ce sur quoi il va porter son attention, c'est-à-dire c'est 0,00036% d'attention, c'est sa capacité d'attention, sur un moment donné. Donc, l'attention étant limitée, le cerveau est obligé de faire des choix. Donc, or, vous voyez bien que, par exemple, quand on est en train de faire ses courses, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller déjà aux États-Unis et que vous rentrez dans le rayon des chips, on est effaré et débordé par le nombre de marques et le nombre de variétés de chips possibles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que le plus souvent, on va aller, à moins d'avoir consciemment décidé de goûter quelque chose de nouveau, le plus souvent, on va aller chercher ce qu'on connaît. Et donc, alors je fais souvent l'expérience avec les gens que j'accompagne là, mais quand je leur demande quelle est leur marque de ketchup, ils me répondent tous, Heinz ou je sais pas quoi, ou Carrefour ou machin. Mais en fait, dans 95% des cas, on choisit toujours la même marque de ketchup si on mange du ketchup, ou on choisit toujours la même marque de miel, voilà. Par contre, le gros intérêt, c'est que non, j'en parlerai après. On va en parler plus tard. Ok. Le cerveau n'aime pas la complexité et le cerveau n'aime pas le danger, il n'aime pas l'incertitude, parce que l'incertitude, ça veut dire le danger. Donc la question, c'est comment je fais pour réduire l'incertitude et comment je fais pour réduire les dangers. Pour ça, je vais mettre en place des stratégies qui sont basées sur des approximations, qu'on appelle dans certains cas des heuristiques, donc des approximations qui vont m'amener à choisir le plus rapidement possible une décision. Et ces approximations, je vais les baser sur ma propre expérience, sur l'expérience des autres, sur l'influence sociale, sur ce que j'ai pu voir à la télé, sur ce qu'on m'a dit, voilà. Et donc, finalement, un biais cognitif, qu'est-ce que c'est ? La définition d'un biais cognitif, c'est juste une distorsion de l'information par le système cognitif, c'est-à-dire par notre traitement mental. Et donc, ça correspond à un réflexe de pensée qui est faussement logique, qui est inconscient et qui est systématique. Et donc, c'est un raccourci de jugement. Donc, un biais cognitif, c'est une stratégie qu'on va mettre en place pour aller droit au but, une stratégie qui marche souvent, mais si le contexte change, qui ne marche plus. Et c'est ça qui est intéressant. La fonction, alors la question, on peut se dire pourquoi on a des biais cognitifs. La fonction des biais cognitifs, c'est tout simplement de réduire l'incertitude, parce que le cerveau ne peut pas accepter l'incertitude. On a vu tout à l'heure que quand je vous ai montré la photo de la dame avec l'oursin dans la main, vous avez tous vu quelque chose. Et que même si on n'avait pas identifié clairement, en fait, le cerveau imagine quelque chose. Il va projeter par rapport à votre expérience, votre vécu, votre culture, votre conditionnement. Mais dans tous les cas, le cerveau va créer une image de ce que c'est. Donc, l'intérêt des biais cognitifs, c'est que ça réduit l'incertitude, c'est que ça réduit le vide qui est inacceptable, c'est que ça permet de limiter l'imprévu, ça permet d'assurer une forme de cohérence. Donc, la cohérence que vous allez trouver dans ce que vous percevez, elle est bien entendu liée à qui vous êtes, à vos croyances, à votre environnement, à votre culture, à vos pensées. Donc, vous allez créer de la cohérence et vous allez remplir les vides par rapport à qui vous êtes et par rapport à vos propres croyances. Et bien entendu, l'objectif de ce biais, c'est de simplifier la réalité, qui est complexe, comme on l'a vu, 11 millions de bits 11 millions d'informations par seconde. Donc, on va simplifier cette réalité pour ne saisir que ce qui nous intéresse. Et ça va nous permettre surtout d'agir. Le problème des biais cognitifs, c'est que justement, ça crée de l'approximation. C'est que dans le cas où l'environnement change, et on sait qu'aujourd'hui, on est dans des environnements qui sont de plus en plus complexes, imprévus, avec de l'incertitude, justement, ces comportements basés sur ces biais ne sont plus valables, ne sont plus pertinents. Et le problème, c'est que ces stratégies sont peu fiables et sont très subjectives parce que souvent basées sur des stratégies anciennes ou des stratégies qui sont assez irrationnelles. Il existe différents types de biais. Donc souvent, on parle de biais cognitifs, c'est-à-dire les biais qui sont essentiellement liés au traitement de l'information. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il existe plusieurs catégories de biais, puisqu'il existe aussi des biais
des biais cognitifs de type visuel ou de type auditif. Alors, de type visuel, ben, par exemple, là, je vais vous montrer des images et vous allez me dire de quelle couleur sont les boules. Donc, il y a des boules de couleur, vous allez me dire de quelle couleur sont les boules. Attention, c'est parti. Voilà. Donc, elles sont de quelle couleur, les boules? Vert, bleu et rouge. Bleu. Rouge, vert, Bleu. bleu, jaune. Rouge, vert et bleu. Vert, bleu, Vert, bleu, rouge. Vert, bleu, rouge. Voilà, vert, bleu et rouge. Voilà. Et ben en fait, les boules sont toutes grises. Non. Ah, Eh ben, si. Non. Eh ben, si. Non. Comment c'est Vous possible? voyez, elles sont crème. Elles sont de couleur crème. Enfin, sur mon écran, elles sont de couleur crème. Bah, Ah oui, c'est les rayures qui leur donnent la couleur. Ouais. Faut regarder entre les rayures. Et donc, entre les rayures, les boules sont enfin, moi, je les vois crème. Je ne sais pas comment vous les voyez, vous. mais elles ont au moins des couleurs différentes. Non, Non. non, elles sont toutes de la même couleur. Faut que j'aille chez l'ophtalmo. Moi aussi, Fred, Alors, t'inquiète pas. Donc, en fait, alors, je sais pas. Il n'y je sais a pas comment- des tons de gris différents? Non, elles sont exactement de la même couleur. Je vous enverrai la slide là. Mais donc, elles sont exactement de la même couleur. Donc, effectivement, alors je ne sais pas comment ça apparaît sur votre écran, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les traits de couleur viennent donner une illusion de couleur de la boule. Et donc, le cerveau interprète, bien entendu, le cerveau interprète toujours une situation dans son environnement. D'accord ? Donc, le cerveau interprète la couleur de la boule par rapport à cet environnement. Donc, c'est effectivement, quand il y a des lignes bleues, ben, le cerveau va identifier. L'identification, ça se passe en gros 0,4 secondes, 40 centièmes de seconde, l'identification d'une couleur. Donc, en l'espace de moins d'une demi-seconde, vous avez choisi quelles étaient les couleurs vous avez identifié quelles étaient les couleurs des boules, d'accord ? Mais en fait, parce que le cerveau a besoin d'approximer, il a besoin de simplifier la réalité. Et c'est ce qui se passe là. Donc, en fait, toutes les illusions d'optique sont des biais cognitifs de type visuel, d'accord ? Donc, bon, j'en ai pas des illusions d'optique, il y en a 50 000, hein, j'en ai pas à chercher sur le web parce que vous ferez ça mieux que moi. Mais voilà. Deuxième type de biais, ben, par exemple, je vais vous donner une mini-énigme, une petite énigme, et vous répondez sur le chat. D'accord ? Alors, c'est très simple en fait. Hein. L'énigme, elle est très simple. C'est, voilà, je suis le frère de 2 aveugles et pourtant ces 2 aveugles ne sont pas mes frères. Comment est-ce possible ? Alors, vous répondez sur le chat. Je suis le frère de 2 aveugles et pourtant ces 2 aveugles ne sont pas mes frères. Ben, je suis la sœur. Vous avez répondu sur le chat ? On sèche un peu, je crois. Ah si, ça va. 2 autres aveugles. Curé. Ce ne sont pas mes frères, mais ce sont les frères des 2 autres. Non, ce sont mes frères. Ouais. Bon, je vois qu'il y a les bonnes réponses. Voilà. Alors, c'est intéressant. Oui, ouais. Parce qu'il y a une sœur, il y a des filles. Ouais. Mais en fait, voilà. C'est Je le suis curé, le frère de 2 aveugles, mais ces 2 aveugles ne sont pas mes frères parce que ce sont mes sœurs. Ces 2 aveugles sont mes sœurs. Mais quand on pense à 2 aveugles, alors, en base de moi. Ah oui. j'ai pas dit que les 2 aveugles étaient mes frères. Hein. Oui, je suis le frère de ces 2 aveugles. C'est Mais aussi parce que ces 2 aveugles sont mes sœurs. Et c'est aussi parce que les dessins représentent des hommes potentiellement. Alors, Ils les ont pas de dessins, robe. voilà, j'ai pris quelque chose de volontairement ambigu. Biaisant. Voilà, biaisant. On va dire ça comme ça. Parfait. Bon, alors comment ça fonctionne ? Ben, tout simplement, en fait, le cerveau a besoin de se faire une réponse qui vous paraît logique de votre point de vue en l'espace de un quart de seconde. Et quand on parle de 2 aveugles, ben, vous pensez à 2 hommes. Alors qu'en fait, ben, ça veut dire que vous allez identifier, vous allez catégoriser les 2 aveugles en créant une relation entre aveugle et homme, alors qu'en fait, ben, on peut tout à fait être aveugle, bien entendu, et être une femme. Donc, là, ça correspond à un biais de simplification. On a une forme de biais de simplification où vous allez mettre dans une catégorie les 2 aveugles. Dernier autre exemple, ben,
Je vais vous montrer une photo assez scandaleuse. Bon, vous allez reconnaître, non, vous n'allez pas reconnaître, mais en tout cas, vous allez identifier en quoi cette photo est assez scandaleuse. Vous voyez, dites-moi ce qui se passe là. Mais c'est un paquebot qui est en train de couler. Alors, de déverser quelque chose. Non, il relâche son gasoil là. Ouais. Voilà, marée noire, dégazage, voilà. Bon, alors cette photo a fait à un moment, elle a fait le tour d'Internet. Là, elle a été partagée plusieurs dizaines de milliers de fois. Je crois que c'est 35 000 fois, un truc comme ça, avec ce paquebot là qui est arrivé, c'est dans un port en Uruguay. Et cette photo a été prise par l'avion. Et donc, ça a créé un scandale à tel point que le ministère de l'écologie en Uruguay a été sollicité. Et on a un gars du port de ce port en Uruguay là, qui est intervenu en disant attendez les gars, c'est pas si simple que ça. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que quand les paquebots arrivent près de ce port, la profondeur est relativement faible et donc ils utilisent des turbines spéciales et ces turbines ne font que soulever la boue qui est au fond de cette baie. Et en fait, c'est absolument pas un dégazage, c'est absolument pas une marée noire, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel et qui arrive systématiquement quand de gros paquebots arrivent près de notre port de plaisance. Donc, alors ça avait mis le feu sur Internet à un moment donné, parce que justement, quand on regarde et qu'on simplifie cette réalité, on se dit c'est inadmissible que des paquebots, c'est bien connu, les croisières, ça pollue énormément, et c'est bien connu que les paquebots comme ça, quand personne ne les regarde, en profitent pour nettoyer leur cuve. Bon, ce n'était absolument pas le cas, bien entendu. Biais cognitif, biais dans la mesure où on va simplifier fake news, voilà, c'est ça. Biais cognitif dans la mesure où on va simplifier la réalité. Bon, des biais cognitifs, on en a vu plusieurs. On a vu qu'il y a des biais visuels. Alors, il y a des biais auditifs aussi. Vous taperez sur le web, là, notamment sur YouTube, quand on va chercher biais cognitifs auditifs, on trouve tout un tas de biais. Bon, là, j'en ai pas mis parce que ça rendait la conférence un peu plus compliquée, mais il y a des choses qui sont vraiment marrantes parce qu'en fait, en écoutant une juxtaposition de différentes syllabes, en fait, on n'arrive pas à savoir ce que dit la personne. Et en fait, on hésite constamment entre deux significations possibles par rapport à ce qui est dit par la personne. Et donc, en fait, c'est une illusion, au lieu que ce soit une illusion optique, c'est une illusion auditive. Donc, il existe des biais cognitifs auditifs, il existe des biais cognitifs visuels, bon, c'est toutes les illusions d'optique, hein, et la magie utilise beaucoup les biais cognitifs visuels. Et puis, il existe aussi des biais cognitifs qui sont liés au traitement de l'information, c'est-à-dire une forme de simplification de l'information, comme ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on va catégoriser et on va jeter un jugement, une forme de jugement hâtif sur un contexte. Quand on regarde, donc les biais cognitifs, ça a été étudié depuis une 50aine d'années, là. Et quand on regarde la carte des biais cognitifs, en fait, il en existe environ 180, enfin, il y en a au moins 180 qui ont été identifiés et dénombrés. Une infinité de biais, donc d'erreurs de jugement, de stratégies erronées, mais auxquelles on est tous confrontés et auxquelles on est tous amenés à utiliser dans notre quotidien, parce qu'on a besoin de se simplifier la vie, parce qu'aussi on a besoin d'aller souvent droit au but. Les grandes familles, donc vous retrouvez ça sur Wikipédia, hein, quand on cherche biais cognitifs, on a ce codex, là, en fait, cette présentation de l'ensemble de tous les biais cognitifs. Voilà. Quand on regarde les grandes familles, les 4 grandes familles de biais cognitifs, en fait, ça se classe comme ça. Premièrement, la première grande famille de biais cognitifs, ce sont les biais pour lesquels on a trop d'informations, on est confronté à trop d'informations pour agir, et donc, dans la mesure où on a trop d'informations, en fait, on va être obligé de filtrer, et on va être obligé d'être extrêmement sélectif. Et cette sélection, on va la faire par rapport à un certain nombre de critères, qui peuvent être notre culture, notre croyance, nos priorités, notre urgence, voilà. Donc, en tout cas, on va avoir une forme de filtre extrêmement subjectif de la réalité. Donc, première famille, trop d'informations. Deuxième famille de biais cognitifs, c'est les cas où on n'a pas de sens, où l'information qu'on voit n'a pas de sens pour nous, ni de cohérence. On est confronté à des choses qui nous dépassent,
ou qu'on ne comprend pas par manque d'informations ou par manque d'éléments. Et donc, par rapport à ça, quand on manque de cohérence par rapport à une situation, dans la mesure où le cerveau n'aime pas l'incohérence et n'accepte pas l'incertitude, c'est un danger, hein, à ce moment-là, finalement, le cerveau va combler les trous, il va combler les vides. Et donc, le cerveau va inventer une cohérence et de la continuité. Et je discutais justement avec un petit neveu là, qui me parlait de ses notes aux examens. Et il avait eu une mauvaise note à ses examens. Et je lui dis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que pour la suite, par rapport à ton concours, il était en train de préparer un concours, est-ce que ton concours, ça se présente bien ou pas? Et puis, il m'a dit, en fait, non, moi, j'ai eu de mauvaises notes à mon examen et de toute façon, moi, j'ai jamais de chance. Et de toute façon, moi, je réussirai jamais mes examens. Et donc, en fait, par rapport au fait qu'il ait eu une ou plusieurs mauvaises notes à ses examens, sa façon de comprendre cette incohérence qui était, j'ai eu l'impression d'avoir travaillé, puis en fait, j'ai eu une mauvaise note, ce qui rendait la chose incompréhensible et incohérente pour lui, sa façon de comprendre la chose et de pouvoir de tolérer cette incertitude, c'était de mettre une croyance en disant, moi, ma croyance, c'est que je suis mauvais dans les examens et que je ne réussirai pas mes examens. Donc, c'est une croyance qui est purement inventée, qui aura sûrement une influence sur son comportement, qui aura sûrement une influence sur sa façon de travailler, qui aura une influence sur sa motivation, mais c'est une croyance qui est purement subjective et basée sur une approximation d'une réalité, mais ça lui rend la situation acceptable. D'accord ? Donc, c'est une forme de simplification de cette situation. Troisième famille de biais cognitifs, les biais qui sont liés au fait qu'on a besoin d'agir vite, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'urgence, il y a beaucoup d'informations, il y a des informations qui peuvent être complexes, imprévues ou qu'on ne maîtrise pas, et là on a besoin de prendre une décision rapidement. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on saute directement aux conclusions et on va choisir de façon hâtive et très approximative une solution. L'intérêt, c'est que ça permet d'agir. C'est que ça permet d'éviter d'être dans une situation où on attend, où on passe notre tour, où on perd de l'information, où on perd son tour. Donc, on agit. Quatrième type de biais, on est dans une situation où, effectivement, on doit mémoriser un certain nombre d'informations, mais il y a trop d'informations à retenir et donc je suis débordé par les informations et donc de la même façon je vais aller à l'essentiel et je vais choisir uniquement ce qui de mon point de vue peut m'être utile. Et donc par exemple on se rend compte que dans un cours, quand je demande un feedback à des étudiants sur les cours, en fait les choses qu'on retient, il y a une courbe qui a été étudiée et en fait ce qu'on retient c'est ou le début ou la fin. Mais en fait on voit qu'il y a une grande perte de concentration au milieu. Donc ce qu'on retient, les faits saillants, c'est souvent le début d'une information et la fin d'une information. C'est pour ça que les pubs, souvent, démarrent par un moment accrocheur, c'est-à-dire il se passe quelque chose qui est en rupture, qui est étonnant, qui est surprenant. Il y a un déroulement avec la résolution du problème et à la fin, bien entendu, on a le produit miracle qui va permettre de, rendre le linge beaucoup plus blanc avec la marque. Et donc, ce qu'on mémorise, il y a une science, enfin une attention accrue en amont et en aval. Donc, quand il y a trop d'informations à retenir, on fait une sélection qui est purement arbitraire et subjective sur les informations à retenir. Ça, c'est aussi une forme de biais. Alors, on va regarder quelques biais. Donc, les conséquences de tout ça, c'est que, bien entendu, nous ne voyons pas tout. C'est que certaines informations sont écartées et sont filtrées. Ça, c'est le premier biais. La deuxième famille de conséquences, c'est que ça génère des illusions, l'illusion de comprendre et l'illusion de savoir. Des décisions rapides qui sont erronées. Et le quatrième type de biais, c'est que en fait, on va se conforter dans nos erreurs en allant chercher uniquement des informations qui correspondent à ce qu'on attend. Rapidement, en fait, globalement, les biais vont constamment nous amener à favoriser et à privilégier le présent par rapport au futur. C'est-à-dire, je vais choisir le court terme. Les biais vont nous amener à choisir plutôt la solution qui est par défaut plutôt que faire un choix, parce que ça me demande un effort. Les biais vont plutôt m'amener à choisir ce que font les autres comme les autres plutôt que ce que je vais faire moi, alors que dans la mesure où je suis seul. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais,
mais ça veut dire que spontanément, quand vous êtes plutôt fatigué, quand vous avez besoin de faire un effort, vous allez plutôt aller vers ce genre de choses. De la même façon, on va plutôt donner plus de valeur aux pertes que je risque d'avoir dans une situation versus aux gains que je peux obtenir. Donc, si je suis capable dans une même situation de perdre des choses versus de gagner des choses, je vais plutôt faire attention à ce que je vais pouvoir perdre versus à ce que je vais pouvoir gagner. Et puis, de la même façon, je vais plutôt privilégier systématiquement ce qui est facile et agréable versus ce qui est important pour moi. D'accord ? D'où la difficulté à se définir un planning le matin alors qu'on avait défini de travailler sur ces objectifs, hein, bien entendu. Quand on regarde quelques biais, donc là, on va passer en revue quelques biais. Hein. Un des biais, c'est par exemple le biais de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ben, c'est un type de biais qui va nous amener à ne mémoriser que les informations qui vont dans le sens de ce que je sais déjà. C'est-à-dire que j'ai une opinion qui a commencé à être faite, et ben en fait, ce qu'on voit, c'est qu'inconsciemment, je ne vais garder en mémoire ou ne sélectionner ou ne porter attention qu'aux choses qui viennent confirmer mon biais, qui viennent confirmer mon jugement, pardon, qui viennent confirmer mon jugement. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que dans l'ensemble de la réalité, je ne vais percevoir inconsciemment que ce qui correspond au jugement que j'ai déjà. Et c'est une des grosses problématiques, bien entendu, des réseaux sociaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux viennent polariser les jugements parce que les réseaux sociaux ne vous fournissent que de l'information sur lesquelles vous avez déjà cliqué. Donc ça, c'est lié aux algorithmes des réseaux sociaux. Et donc, ça va décupler les opinions qui sont liées à celles que vous avez déjà. Donc, vous allez avoir extrêmement peu de chances d'avoir de l'information qui ne correspond pas à vos opinions. Donc, systématiquement, vous allez être abreuvé d'informations qui correspondent à vos propres jugements, ce qui va venir conforter votre jugement, bien entendu. Et en fait, l'élection de Trump, il y a 4 ans, ça a été analysé a posteriori, bien entendu, parce que les journalistes et même les sondeurs n'avaient absolument pas vu les sondeurs n'avaient pas vu ça, les journalistes non plus n'avaient pas vu ça, et en fait on s'est rendu compte que les réseaux sociaux avaient polarisé justement les jugements. L'intérêt du biais de confirmation, c'est que ça facilite la prise de décision, mais bien entendu, ça altère le jugement et ça rigidifie la position. C'est-à-dire qu'on se dit, j'ai l'impression de voir que de l'information qui conforte ce que je pense, donc j'ai raison de penser ce que je pense, quoi. Ça, c'est le biais de confirmation. Un autre biais, c'est le biais d'approbation sociale, c'est-à-dire qu'en fait, on va aller vers ce que font tout le monde, vers ce que font tous les autres. C'est-à-dire que si là, c'était un disque d'Elvis qui s'appelait 50 000 fans d'Elvis ne peuvent pas se tromper. Ils ont choisi d'acheter ce disque. Donc, c'est sûr que si 50 000 fans d'Elvis ont choisi d'acheter ce disque et que vous êtes fan d'Elvis, bien entendu, il y a de grandes chances que vous achetiez également ce disque. 50 000 personnes ne peuvent pas se tromper. Biais d'approbation sociale. C'est-à-dire que notre jugement, au lieu que ce soit un vrai jugement critique, ça va être un jugement qui sera grandement influencé par l'approbation sociale. L'effet de l'heure, alors ça c'est vraiment un biais qui est intéressant et dont je voulais vous parler ce soir. Il y a une expérience qui a été faite, donc il y a un gars qui travaille beaucoup qui continue à travailler sur les biais et qui fait beaucoup d'économie comportementale aussi, qui s'appelle Dan Ariely. Dan Ariely, il a des TED qui sont absolument à tordre, qui sont très très marrants. Dan Ariely donc, a remarqué un jour dans un magazine qu'il consultait que The Economist avait fait passer une pub pour un abonnement. Et les 3 types d'abonnements, c'était un abonnement en numérique pour The Economist à $59, un abonnement papier à $125 et un abonnement papier et numérique à $125. Et donc, la question qu'on se pose, c'est non, mais il y a une erreur, là, il y a un bug. C'est-à-dire, ils ont mis 2 trucs à $125. Pourquoi ils ont fait ça? Et donc, Dan Ariely se dit, c'est quand même bizarre, je vais essayer pour essayer de comprendre d'où vient le problème, je vais tester ça avec mes étudiants. Donc, il réunit, alors il a fait passer le test à plus de 3000 étudiants. Hein, donc, il avait un groupe suffisamment représentatif pour avoir une idée de ce qui s'est passé. Et quand il demande à ses étudiants, voilà,
On a un abonnement, voilà, un abonnement à $59, abonnement numérique, un abonnement papier à $125 et un abonnement papier et numérique à $125. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, la réponse, elle n'est pas très compliquée, bien entendu. Bon, 16% choisissent l'abonnement numérique à $59. C'est une question de budget, sûrement. Bon, voilà. Personne ne choisit l'abonnement à papier simple à $125 et 84% choisissent l'abonnement papier et numérique. Bon, ce qui est logique, hein. Voilà. Alors, il se dit, bon, ben ok, d'accord. Et puis, par contre, il se dit, mais par contre, qu'est-ce qui se passe si j'enlève la deuxième option? C'est-à-dire l'option qui ne sert à rien, finalement, puisque personne ne l'a choisie. J'enlève la deuxième option et je repropose à un autre groupe d'étudiants, je repropose ces mêmes options. Et en fait, donc, maintenant, je propose un abonnement numérique à $59, là, j'ai rien changé, et un abonnement papier et numérique à $59. Donc là, j'ai rien changé par rapport à… J'ai enlevé l'option qui ne sert à rien. Et bien voilà. Et ben, du coup, on a 68% des gens qui choisissent l'abonnement à $59 et plus que 32% de gens qui choisissent l'abonnement à $125. Ben ça s'appelle un effet de leurre. C'est-à-dire que si The Economist avait proposé son abonnement comme ça, ben ils auraient eu cette représentation, c'est-à-dire 68% de gens qui choisissent l'abonnement le moins cher et 32% de gens qui choisissent l'abonnement le plus cher. Mais en intégrant une option bidon factice dans le choix, eh ben en fait, comme dit Monera, effectivement, dans le premier cas, les gens ont l'impression d'avoir fait une affaire parce qu'ils se disent ah ben attends, pour le même prix, je vais avoir l'abonnement papier et numérique. J'ai vachement plus d'intérêt à prendre l'abonnement papier et numérique. Ben ça c'est une forme de manipulation, hein, bien entendu. Donc, on utilise un des fonctionnements, un raccourci qui donne une impression de faire une bonne affaire, quoi. Voilà, donc cet effet de leurre, c'est utilisé hein, souvent quand vous voyez un abonnement, alors pour des abonnements téléphoniques ou pour Internet ou pour je sais pas quoi. Souvent, ce qui est mis en avant, c'est effectivement, il y a souvent une option qui est bidon, qui n'est choisie par personne, mais qui va venir créer une forme, ce qu'on appelle une forme d'asymétrie dans la neutralité des offres. Donc, l'intérêt de l'effet de leurre, c'est que ça facilite la prise de décision, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'aller vite droit au but, mais le problème, bien entendu, de cet effet de leurre, c'est que ça manipule ça altère notre jugement. Un autre effet, c'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet de halo, c'est un autre biais cognitif. L'effet de halo, c'est l'effet OSS 117, hein. C'est-à-dire que c'est l'effet où, en fait, on va identifier une caractéristique positive de quelqu'un sur une première impression. Par exemple, tiens, elle arrive avec des chaussures d'une marque que j'adore. Et bien, tout de suite, ça va conférer à l'ensemble de la personnalité quelque chose de très positif et de très agréable. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va construire son jugement, la première impression, uniquement sur un détail. Alors, c'est complètement inconscient, bien entendu, mais c'est lié au fait que, je sais pas quoi, la personne a une jolie coupe de cheveux, la personne a le même sac que nous, la personne elle arrive dans une mini et c'est très stylé, les mini, la personne a donc un apparat ou un accessoire ou une façon de parler ou en tout cas un élément qui fait que le cerveau a besoin d'évaluer et de juger très, très rapidement. Donc, vous allez poser un jugement de façon très inconsciente et très rapide, et ensuite, votre jugement va être influencé par cette première caractéristique. C'est comme si cette caractéristique générait une forme de halo, alors ça peut être positif ou ça peut être négatif, bien entendu, sur la personne. Et donc, d'une certaine façon, une fois que le cerveau a posé un jugement, en fait, voilà, je peux me reposer pour faire simple, hein, mais le jugement, l'esprit critique va pouvoir, bien entendu, se mettre au repos. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites systématiquement, bien entendu, mais en tout cas, c'est une forme de comportement qui peut avoir lieu quand on est dans une soirée avec 50 personnes. On va porter, sans même s'en rendre compte, des jugements sur 45 personnes qu'on ne connaît pas. C'est aussi beaucoup lié à ce genre de choses. Un autre biais, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, il y a pas mal d'exemples qui ont été faits.
une illustration, c'est, on avait demandé à, bon là, ça a été fait en anglais, on pourrait le faire en français, peu importe. Si je vous demande, donnez-moi le maximum, d'après vous, est-ce que dans la langue française, il y a plus de mots avec un K? Alors, dans la langue anglaise, ça marche mieux. Hein. Il y a plus de mots qui démarrent par un K, ou est-ce qu'il y a plus de mots pour lesquels le K est en troisième lettre, en troisième position? Dans la majeure partie des cas, les gens répondent, bien entendu, il y a beaucoup plus de mots en anglais qui commencent par un K. Or, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, dans la langue anglaise, il y a beaucoup plus de mots. Il y a beaucoup plus, je lirai les questions après. Il y a beaucoup plus de mots en anglais qui ont un K en troisième position. Mais ça correspond à un biais qu'on appelle le biais de disponibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup plus de facilité à faire revenir en mémoire des mots qui démarrent par K, en anglais, hein, versus trouver des mots pour lesquels le K est en troisième position. Ça demande un effort mental. Vous comprenez bien que là, vous êtes obligé de passer en mode mental adaptatif, c'est-à-dire cet effort de concentration pour aller trouver des mots pour lesquels le K est en troisième position. Donc, on a en mémoire disponible beaucoup plus de mots qui correspondent au premier cas, et donc on considère que c'est la réalité. Notre jugement se base sur ce qui est disponible en mémoire. Biais de disponibilité. Voilà, bon, on ne va pas les faire tous, les biais, il y en a 180, donc j'en ai pris juste quelques-uns. Biais de surgénéralisation, c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une erreur de jugement où on se dit, par exemple, je démarre l'année, et puis voilà, j'ai eu une mauvaise note. J'ai eu une mauvaise note en mathématiques, j'ai eu un C. Deuxième devoir, j'ai aussi un C. Je me dis, en fait, moi, je suis nul en maths, quoi, parce que j'ai des C. Donc, une forme de surgénéralisation, c'est-à-dire que c'est tout ou rien, quoi. Je suis nul effectivement, je pense que de toute façon, toute ma vie, je serai nul en maths. En fait, on n'en sait rien. J'ai eu C à 2 devoirs, ça ne veut pas dire que j'aurai C toute ma vie. C'est juste que, bon, voilà, qu'est-ce qui fait que j'ai eu C en maths à mes deux premiers devoirs? Donc, certes, ça facilite le jugement, ça simplifie la réalité, mais par contre, bien entendu, ça altère le jugement et ça empêche d'avoir une forme de responsabilité vis-à-vis de la situation. On passe maintenant à la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire comment on fait pour limiter les biais. Comment on fait pour limiter les biais? En fait, si on repart de justement ce qu'on a compris du fonctionnement du cerveau, le cerveau donc s'appuie sur ces deux modes de fonctionnement, le mode automatique et le mode adaptatif. Le mode automatique, c'est le mode qui est rapide, efficace, qui consomme peu. Les six dimensions spécifiques qui viennent caractériser ce mode automatique, c'est la routine, c'est le fait que je veux répéter les choses, c'est la persévérance, c'est le fait de simplifier les choses, c'est le fait de s'appuyer sur ce que je considère comme des opinions qui sont gravées dans le marbre, des certitudes, c'est le fait de l'empirisme, c'est-à-dire c'est comme ça que j'ai toujours fait, on a toujours fait comme ça chez nous, donc on continuera à faire comme ça, et c'est le fait de s'appuyer sur l'image sociale, c'est-à-dire tout le monde fait ça, donc ça doit être vrai. Ça, c'est le mode mental automatique qui est pertinent dans un bon nombre de cas, mais malheureusement qui n'est pas pertinent quand le monde évolue. Quand on est face à un monde qui évolue, on doit basculer en mode adaptatif, où là, on va aller, pour travailler justement sur son esprit critique et pour aller prendre conscience de ses biais, on va aller travailler sur ces 6 dimensions sur lesquelles je vais revenir. Donc, le mode qui facilite, qui encourage les biais, c'est la routine. Je fais comme d'habitude, je ne change rien. Je suis rigide, j'ai un avis tranché sur les choses, c'est noir ou blanc. Le mode mental automatique, c'est les cow-boys et les indiens, hein, c'est les bons et les méchants, hein, c'est ça. Par contre, dès qu'on rentre dans les films de Quentin Tarantino, alors là, il n'y a plus de bons, il n'y a plus de méchants, on ne sait plus qui sont les bons, on ne sait plus qui sont les méchants. Et alors finalement, c'est assez plaisant parce que ça nous stimule et ça nous oblige à basculer en mode adaptatif parce qu'en fait, il y a de la complexité, il y a de la nuance, il y a de la perspective, mais on n'est pas dans cette simplification de la réalité. Donc ça, c'est le mode mental automatique qui encourage tous ces biais et qui permet d'avoir des réponses rapides à un monde qui est complexe. Pour basculer vers l'autre manière d'agir en situation complexe, en fait, on va aller chercher de la curiosité, on va aller se poser des questions, on va explorer de nouvelles possibilités, on va être critique, on va partir de la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire j'ai eu 2 C à mon devoir de maths. Est-ce que c'est parce que je suis nul en maths définitivement et ça y est, je ne pourrai jamais rien changer à mon cerveau?
ou est-ce que j'ai eu C parce que est-ce qu'il y a une explication? Tiens, est-ce qu'il y a une explication? Et ça peut être intéressant de creuser. Et donc voilà, je vais aller creuser, je vais aller accepter la réalité, c'est-à-dire au lieu de dire le prof est nul, de toute façon moi j'ai jamais de chance et de toute façon mes camarades sont beaucoup plus forts que moi en maths, qui est une forme de déni de la réalité. Là, je vais aller accepter, c'est-à-dire j'ai eu C, c'est une note qui ne me satisfait pas. Comment je peux aller chercher de la nuance? Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai bien préparé mon devoir? Est-ce que j'ai fait suffisamment d'exercices? Est-ce que voilà. Donc, je vais aller prendre de la relativité, je vais aller chercher de la relativité. Est-ce que ce C est si grave que ça? Est-ce que ça vaut le coup que je devienne anorexique alors que j'ai eu 2 C en maths? Donc ça, c'est prendre du recul par rapport à la situation. Ça peut être prendre du recul dans le temps, ça peut être prendre du recul par rapport en décalant ma perspective, en me mettant à la place de quelqu'un d'autre. Si je me mets à la place de mon frère, est-ce qu'il va avoir la même perspective que moi? Si je me mets à la place de mon épouse, est-ce qu'elle aura la même perspective que moi sur la situation? Ça permet de casser les biais. Ça permet en tout cas de décaler son raisonnement et donc de sortir de ces stratégies qui sont préétablies. Je vais aller chercher de la réflexion logique. Donc la réflexion logique, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai eu cette mauvaise note? Allons logiquement étudier comment j'ai préparé ce devoir, par exemple, ou comment j'ai préparé ce coaching, par exemple. Et quelle est mon opinion personnelle? Qu'est-ce que moi j'en pense? Pas qu'est-ce que disent les gens, qu'est-ce que moi j'en pense? Voilà. Donc ça veut dire que concrètement, dans une situation de coaching, comment on fait pour accompagner des gens qui sont… Alors on est tous confrontés à nos biais, aussi bien les coachs que les coachés. Donc une façon que je vous propose d'aborder justement les biais pour les personnes accompagnées, c'est quand vous identifiez en tant que coach, en accompagnement, quand vous identifiez une erreur de raisonnement qui est liée à un comportement qui est pas pertinent chez la personne que vous accompagnez, l'idée c'est de mettre en place ce illogique, là, qui est une formule mnémotechnique, qui va permettre justement d'accompagner la personne dans une prise de conscience de son propre cheminement et de sa propre stratégie. Donc le I, c'est pour identifier le raisonnement qui a été altéré, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a conduit dans mon raisonnement, qu'est-ce qui m'a conduit à agir comme ça. Donc, aller identifier. Deuxièmement, aller chercher la logique du raisonnement. C'est-à-dire, j'ai fait ce truc-là, j'avais décidé de ne plus fumer et je me suis remis à fumer. Qu'est-ce qui m'a amené à fumer? Oui, c'est parce que j'étais avec des copains, ils fumaient tous, machin. Bon, okay. Troisièmement, quelle est l'origine de la croyance qui m'a amené à me dire ça serait bien que je fume moi aussi dans cette circonstance? Je sais pas quoi, je me suis dit que si j'étais le seul à pas fumer, peut-être que les gens allaient trouver ça bizarre. Bon, donc, allez chercher l'origine de la croyance. Quatrièmement, allez chercher la cohérence ou l'incohérence. Okay, donc, tu as identifié que si tu ne fumais pas, éventuellement, tu pouvais ne plus faire partie du groupe, ou en tout cas te sentir exclu. Est-ce que tu penses que c'est la réalité? Est-ce que tu aurais pu rester dans le groupe sans fumer? Donc, aller jusqu'à confronter l'incohérence dans le jugement, ou aller chercher de la cohérence en fait, donc garantir la cohérence, aller identifier une croyance alternative qui pourrait soutenir un nouveau comportement. Donc oui, peut-être qu'effectivement, si j'avais dit à tout le monde, écoutez les gars, j'ai arrêté de fumer, donc ne soyez pas choqués que je prenne pas de cigarette, est-ce que ça c'est envisageable ou pas? Donc aller identifier une nouvelle croyance. Et puis ensuite, derrière, j'ai dit creuser le sillon de la nouvelle pensée, c'est-à-dire encourager le nouveau comportement où chaque fois que je vais être en situation avec des gens qui fument, je vais entretenir cette nouvelle croyance que j'ai identifiée pour aller creuser ce sillon et construire de nouveaux comportements, donc construire de nouveaux chemins neuronaux qui vont permettre de générer de nouveaux comportements. Donc en allant travailler sur ce illogique, en allant creuser cette formule, en fait, ça va permettre de déconstruire le comportement et de le remplacer par un nouveau type de comportement pour des personnes que vous accompagnez. Vous le faites à votre sauce parce que ça, c'est une proposition et bien entendu, vous vous l'appropriez, vous en faites ce que vous voulez. De la même façon, et quasiment pour finir, pour les coachs, bien entendu, on est tous confrontés à nos propres biais. Il n'y a pas de manière qui permette d'éviter définitivement le biais, parce que ce sont des raccourcis qui nous sont très utiles par moment. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'en être conscient, d'être conscient qu'on a beaucoup de biais cognitifs. Et donc,
Donc, ce qui est important, c'est de se mettre dans des situations où on va limiter justement les biais. Quand on est en situation de coaching, on peut tout à fait être très sensible à ses propres biais et être emporté par nos propres biais sans même s'en rendre compte. Exemple, se fixer des croyances qui sont complètement arbitraires. Ça, c'est une forme de biais. Par exemple, moi, je me dis qu'en tant que coach, si je ne trouve pas quelque chose dans une séance à quelqu'un, c'est que je suis un mauvais coach. C'est-à-dire, si pendant une séance, je suis avec la personne au téléphone ou en visio ou en face de moi, et que pendant 1 heure, je n'ai pas trouvé un bon truc à me mettre sous la dent et à lui mettre sous la dent, ben, je me dis que je ne sais pas si j'ai mérité le montant de la séance. Donc, se fixer des croyances comme ce type d'injonction, ce type d'obligation, c'est un type de biais, parce que ce sont des croyances qui sont complètement subjectives. Il se peut très bien que la personne ait vécu une super séance sans que vous ayez trouvé un vrai pattern ou un vrai schéma. C'est pas obligatoirement lié à ça. Ou alors, par exemple, un autre type de biais qui est courant chez les coachs, c'est le fait quand on est pris par une forme d'urgence ou de stress, souvent au début de pratique, c'est d'être amené à vouloir catégoriser d'emblée la personne, en se disant, ben alors lui, il est travaillomane, ou lui, je vois très bien il est tout à fait dans le triangle de Karpman, donc je vais lui mettre une étiquette, et ensuite, à travers la séance, on ne voit plus que ça. C'est-à-dire qu'on voit que la personne, on voit à travers le filtre de ce biais, on voit uniquement un type d'expérience et un type de catégorisation de la personne. Maximisation du négatif, c'est par exemple, je vois que la personne en face de moi je vois que la personne fait une drôle de tête, je suis sûr qu'en fait, elle n'est pas satisfaite de la session, et je suis sûr que quand il va parler de moi aux autres personnes, il va leur donner une mauvaise image de moi en tant que coach. C'est-à-dire j'ai interprété un élément comme étant représentatif de l'ensemble de la session. Une personne qui ne prend pas de notes, on va pouvoir tout à fait imaginer que la personne n'est pas satisfaite de la session, alors qu'en fait, on n'en sait absolument rien. Bon, voilà. Donc ça, c'est des biais auxquels peuvent être confrontés les coachs. Et pour les coachs, tiens, au lieu que je vous donne des réponses, dites-moi comment vous pensez que vous pouvez... Comment vous pensez que, j'ai trop parlé là, comment vous pensez que vous pouvez travailler sur vos propres biais dans la conversation? Allez-y. Pendant ce temps, je vais boire un coup. Quels sont vos outils, vos techniques, vos approches qui peuvent vous donner des stratégies pour limiter vos propres biais? On va faire du partage d'expérience en parallèle. Alors, moi, par exemple, l'étiquette, la personne, le retour, la maximisation du négatif, ça m'arrive. Donc, par rapport, la personne, elle ne s'exprime pas assez ou autre, je me pousse en fait à poser des questions pour savoir, en fait, réellement, qu'est-ce qu'elle en pense ou voilà. Ça me permet de pas faire du maximisation du négatif. Ok. Donc, poser des questions, c'est parfait parce qu'effectivement, c'est aller chercher de la curiosité. Hein, donc, c'est aussi ouvrir la porte à des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, vous avez bien compris que sortir de ces biais, c'est aussi lâcher le contrôle, hein, lâcher la maîtrise, lâcher le contrôle, et c'est aussi aller vers de l'inconnu. Hein, mais c'est aussi derrière la porte de l'inconnu qu'on trouve de la magie, hein, qu'on trouve de belles choses. Parce qu'on trouve des choses qui sont inattendues et qui vont nous permettre d'ouvrir des champs. Donc, je vois plein de choses intéressantes, hein, c'est super. Hein, je vois sophrologie, je vois me faire coacher moi-même, bien entendu. Je vois... alors bien entendu, poser des étiquettes, on l'a tous fait. Hein. Alors surtout quand on démarre dans une approche, moi avec l'approche ANC, l'approche neurocognitive et comportementale, bien entendu, on a une forme de grille de comportement, et bien entendu, pendant quelques temps, voire quelques années, on catégorise tout le monde dans des grilles. Hein. Ça c'est clair. Et puis au bout d'un moment, petit à petit, on s'en détache pour avoir une vision. Heureusement, la personne humaine est bien plus complexe que toutes les théories qu'ils décrivent. Donc, on arrive à rentrer plus dans la subtilité, dans la finesse du jugement. L'intervision, assurément. La sophrologie qui permet
qui permet de retrouver de retrouver le contact avec soi, donc parce que je vois d'autres choses qui sont liées à ça. Éviter de généraliser. Alors, j'aime bien les formules positives parce que, alors je voulais pas, enfin vous le savez sûrement, mais le cerveau ne sait pas gérer la négativité, ne sait pas gérer le négatif. Donc quand on dit, enfin c'est un détail, Céline, le prenez pas mal, mais quand on dit éviter de généraliser, dites-moi plutôt ce que vous faites, parce que si je vous dis là de suite, si je vous dis ne pensez pas à un alligator, eh bien vous avez vu un alligator. Parce que le cerveau ne sait pas gérer le négatif. Donc, quand on dit éviter de généraliser, vous faites quoi? Donc, les identifier, ok. Questionnement pour éviter les confusions. Position méta, oui, bien sûr. Ouais. Travailler sur ses croyances pour le délester au maximum de biais. Métacommuniquer. Diversifier les diagnostics. Ouais, tout à fait. Croiser le diagnostic. L'humilité, l'humilité, en fait, la supervision, bien entendu, on a parlé de ça. Méditation. Ce qui est très important aussi, c'est de reprendre contact avec soi à travers, alors ça peut être différentes techniques, mais comme voilà, on a parlé de sophrologie, méditation. L'écoute sans interprétation ni jugement, c'est extrêmement difficile. Enfin, c'est extrêmement difficile, non, ça s'apprend. C'est pas extrêmement difficile, mais en tout cas, c'est pas une compétence qui est innée, ça se travaille, ça s'apprend. Se faire superviser, ok. Bon, allez, parfait, j'avance. De toute façon, on va reprendre un moment pour finaliser là-dessus. Je continue la présentation. Merci de vos feedbacks. Ce qui est important, en tout cas, ce qui nous fait basculer et ce qui nous maintient dans ce fameux mode mental automatique, qui n'a rien de mauvais, il est très efficace, on l'a vu à certains égards. Mais ce qui nous amène dans ce mode mental automatique, qui nous amène à simplifier la réalité, c'est souvent le stress de la situation. Le stress, enfin là, je n'ai pas le temps d'en parler, mais le stress, c'est l'une des tirettes d'alarme, justement, de ce mode mental automatique qui est mal utilisé, qui n'est pas utilisé à bon escient. Et donc, toutes les situations qui vont nous stresser en tant que coach vont nous amener à rajouter finalement des couches de biais, donc de propres biais, nos propres biais. Donc, on a tout intérêt à ce que on arrive dans la situation qui soit le moins stressant pour nous. Donc, ça veut dire que tout simplement, préparer les séances de coaching, ça veut dire anticiper, ça veut dire relire ses notes, ça paraît complètement idiot, mais c'est très important. Ça veut dire pendant la séance, être souple, être flexible dans la relation avec la personne, qui est peut-être, je sais pas quoi, fatiguée, qui est peut-être pas productive ce jour-là, qui est peut-être pas en mesure d'être efficace, ou qui a besoin juste d'évacuer un certain nombre de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on parlait d'écoute là juste avant, écoute active. Quelquefois en coaching, moi je vois que un truc qui marche très bien pour moi, c'est à la limite de ne plus écouter, ça paraît bizarre, mais de ne plus écouter les mots, de ne plus écouter ce que dit la personne, mais d'écouter la musique. D'écouter, alors je vais dire d'écouter l'énergie, ça paraît bizarre, mais d'écouter, de sentir l'énergie, de sentir la musique et de sentir le type d'énergie dans lequel est la personne, parce que ça donne souvent beaucoup plus d'informations que ce qu'elle dit avec ces mots qui ne sont qu'une traduction d'une partie de son mental conscient. Donc je ne veux pas dire qu'il ne faut pas écouter les gens, c'est pas ça, mais je dis que souvent quand on écoute l'énergie dans laquelle la personne est et la musique, sans même écouter en détail les mots, en fait, on capture des informations qu'on n'arrive pas à capturer quand on est centré sur les mots pour arriver à identifier un mot qui va nous donner une indication de finalement dans quel est le pattern ou quel est le schéma dans lequel est la personne. D'accord ? Donc, cette écoute, c'est aussi ça demande une forme de bascule. Donc, il y a une vraie bascule en mode mental automatique et le mode mental adaptatif. Et le mode mental adaptatif, ça va être une disposition qui se travaille en méditation aussi. C'est une disposition qui permet d'embrasser large, c'est ce que j'ai mis ici là, embrasser large, c'est-à-dire de capter beaucoup plus d'informations sans aller chercher des détails spécifiques et d'aller capter des informations qui vont nous donner des informations beaucoup plus exhaustives sur la réalité de la situation. Je ne sais pas comment le dire, je vous ai dit embrasser large, donc le mouvement c'est vraiment d'ouvrir les bras comme si vous accueilliez bien entendu la personne que vous êtes en train d'accompagner, et c'est vraiment cette disposition de générosité et d'accueil qui va faire que vous allez pouvoir arriver à avoir une forme
comment dire, de réception neutre de l'information qui est transmise par la personne que vous avez en face de vous. J'espère que ça ne vous paraît pas bizarre ce que je vous dis. J'essaie de traduire avec des mots une posture de coach qui est nécessaire quand on est en accompagnement, au lieu, bien entendu, de mettre des gens dans des cases, hein, ce qui est catastrophique. Et donc, ça, c'est le pendant. Et le après, c'est aussi rédiger des notes, c'est aussi faire son compte-rendu pour préparer la session. L'objectif étant, pour tout ça, de limiter, de diminuer son niveau de stress pour pouvoir être disponible pour la personne. Et puis d'accepter l'incertitude, d'accepter l'imprévu, parce que c'est ce qui permet de capter les signaux faibles. On est bien là. Ma bibliographie, bon, je vous l'enverrai, comme ça on va passer plus de temps sur notre échange. Voilà. La bibliographie, okay. Je vous l'enverrai. Ouais. Super, merci beaucoup Michel. Est-ce qu'on passe aux questions? François, est-ce que tu as suivi un peu les questions peut-être? Oui, je les ai relevées. J'en ai 4. Génial, merci. Je vais commencer par la question de Marie P. Poula. Quelle différence entre la première et la 4e famille de biais? Alors, il faut que je remonte au biais. Trop d'informations et trop à retenir. Eh bien, trop d'informations. Si vous voyez le schéma là, le trop d'informations, oui. Donc on est en haut à gauche, en haut à droite, pardon. Et le trop de choses à retenir, on est en haut à gauche. Donc, trop d'informations, on est dans une situation où on n'a pas obligatoirement, où on doit agir. Et en fait, la difficulté, c'est que on va, par exemple, quand vous êtes dans une soirée, il y a énormément de détails qui sont liés avec des gens que vous ne connaissez pas. Donc, vous allez porter des jugements inconscients et souvent hâtifs sur les personnes. Que vous allez pouvoir réviser ou pas en fonction de justement votre intérêt, votre maturité, votre besoin et tout ça. Là, on est dans « je reçois énormément d'informations » et par rapport à toutes ces informations, en fait, je vais être amené à peut-être aller voir des gens qui me paraissent correspondre à mes biais à mes biais sociaux, à mes biais de tenue, la façon dont on s'habille, la façon dont on se comporte dans ce type de soirée. Donc là, on est plutôt dans too much information, c'est-à-dire que je reçois trop d'informations mais comme je dois agir dans cette soirée, parce que je vais aller discuter avec des gens, qui je vais choisir? Je vais choisir des gens qui, a priori, selon un certain nombre de caractéristiques extérieures, correspondent à ce que j'attends de personnes dans ce type de soirée. Donc, j'ai trop d'informations, mais je vais filtrer, je vais être sélectif et je vais être très subjectif dans ma façon de choisir. La partie trop d'informations à retenir, on est dans un cours, par exemple, voilà, on est dans un webinaire. Sur ce webinaire, je suis sûr que vous n'avez pas tout retenu, mais vous avez retenu peut-être 2-3 idées. Et les 2-3 idées que vous avez retenues, ce sera 2-3 idées qui correspondent à des choses où vous aviez déjà entendues, ou qui viennent confirmer des choses que vous aviez entendues, ou des choses qui ont attiré votre curiosité. Mais en tout cas, par rapport à l'ensemble des 60 informations que je vous ai données, vous n'allez en retenir que 2 ou 3. Donc, on est dans une situation où on n'a pas obligatoirement à agir, mais on est plus dans une situation où on a mémorisé un certain nombre de choses. Et bien entendu, comme le cerveau ne peut pas tout mémoriser, il va mémoriser ce vers quoi on peut faire des liens, ou ceux qui correspondent déjà à nos croyances. Ou au contraire, ce qui a particulièrement attiré notre attention. Ça dépend de votre posture mentale. Ok. Merci Michel. Du coup, Marie P, si la réponse te va, tu peux nous le signifier dans le chat. On a la question de Jean-Pascal Boignard. Comment faire pour que la connaissance des biais ne soit pas incapacitante, du type « je ne peux plus rien dire, faire, entendre ». Alors de toute façon, il faut… comment faire pour que la connaissance des biais… Alors, connaître les biais, ça permet de limiter ça permet de prendre conscience. Hein, donc, on travaille sur l'augmentation de notre propre conscience. Donc, et la conscience de notre propre comportement, c'est ce qui nous rend libre. Hein. Donc, j'espère ne pas avoir fait passer le message que les biais étaient mauvais, hein, que c'était le diable. Hein, c'est pas du tout ça. Hein. J'ai dit les biais sont extrêmement utiles.
parce que ça nous permet de gagner beaucoup de temps, ça nous permet d'économiser énormément d'énergie dans beaucoup de situations. C'est-à-dire que quand vous arrivez à un feu rouge, vous ne vous dites pas, alors le rouge, ça correspond à l'émission de lumière de, je sais pas quoi, 635 MHz, donc à ce moment-là, ça veut dire que dans le code de la route, il faut que je m'arrête. Non, vous arrivez au feu rouge, vous freinez, vous continuez à écouter la radio, à penser à votre liste de courses, à ouvrir la fenêtre, machin. Bon. Donc ça, c'est une forme de biais, c'est-à-dire que c'est un raccourci de jugement. Je vois du rouge, je m'arrête. Ça nous aide, ça nous permet d'économiser de l'énergie, c'est-à-dire que vous ne remettez pas en question systématiquement à chaque feu rouge l'intérêt d'un feu rouge. Donc le biais a un grand intérêt. Et maintenant, connaître les biais, c'est aussi savoir les utiliser à bon escient et au bon moment. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une soirée et vous commencez à identifier les gens en fonction de leurs caractéristiques et de leur tenue, là, vous pouvez vous dire, peut-être que finalement, derrière la personne que je trouvais bizarre, et vers laquelle je ne serais jamais allé parler spontanément, peut-être que derrière sa tenue, il y a quelqu'un qui est particulièrement intéressant parce que justement, ce sont mes biais qui m'amènent à penser que cette personne est dénuée d'intérêt pour moi. Vous voyez ? Donc l'idée, ce n'est pas de vivre sans biais, parce que ça n'existe pas, on a besoin de ces raccourcis, mais l'idée, c'est de gagner en liberté, enfin en conscience et en liberté de comportement, parce que justement, on peut retrouver la capacité à avoir l'esprit critique sur son propre comportement. J'espère que j'ai répondu à la question. Jean-Pascal, tu nous fais savoir si ça va. Merci Michel. La question suivante de Marie P. Être trop conscient de tous ces biais ne nous prive-t-il pas de toute spontanéité? Bon, déjà, on ne peut pas être conscient de tous ces... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui... Enfin, qu'on arrive à être conscient de ces 180 biais, là, sachant qu'en fait, en plus, la liste est infinie, là. On en trouve tous les jours. Donc, être conscient de son comportement... alors, être conscient de son comportement, ça peut rendre mental. Oui, ça peut rendre très, très mental. Vous savez qu'on a trois dimensions, là, la pensée, les émotions et le comportement. C'est pour ça que c'est important de... Là, on a parlé beaucoup de cognitif. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de contrebalancer avec les émotions et avec le corps, donc méditation, couper du bois dans le jardin, aller tondre la pelouse, aller voir des amis, faire des zooms, rigoler, boire du vin. On a besoin de tout ça. Donc ça, c'est clair qu'on a vraiment besoin de faire partie de groupe, d'être ancré dans la vie. C'est aussi une des sources de joie et de bonheur. Ok. Merci Michel. Du coup, tu as parlé de méditation et il y a Céline Bigle qui demande en quoi la pratique de la méditation peut faciliter la bascule en adaptatif. Alors, bon là, il faudrait 3 jours sur le sujet là, mais la réponse courte. Donc le mode, pour faire simple, je suis passé rapidement là parce que c'était pas le sujet là, mais pour faire simple, le mode mental automatique, ça correspond aux premiers étages du cerveau. Et on voit, je ne sais pas si je l'ai la diapo, on voit en IRM que l'activité cérébrale se passe plutôt au centre et à l'arrière du cerveau quand on est en mode en zone de confort, en mode mental automatique, c'est-à-dire je fais ce que j'ai à faire, j'ai l'habitude de faire ce que j'ai à faire. Quand on est confronté à de l'incertitude, quand on est confronté quand on est en apprentissage, quand on est en train de développer de nouveaux comportements, ou quand on fait de la méditation, en fait, on se rend compte en IRM que l'activité cérébrale passe vers l'avant du cerveau, derrière le cortex préfrontal. Là. Donc, c'est là où se situe la plus grande partie de l'activité cérébrale. Et en fait, on se rend compte que faire de la méditation, c'est un des exercices qui permettent d'encourager cette souplesse, cette flexibilité mentale, donc qui permet d'amener la concentration, l'activité cérébrale à l'avant et qui permet de travailler sur vous savez, il y a 2 types de méditation. Il y a un type de méditation où on va se concentrer sur une idée, une pensée, un objet, par exemple, je sais pas quoi, une bougie. Donc ça, c'est un type de méditation. Et cette notion de concentration se gère aussi parce que c'est le cortex préfrontal là devant qui a des capacités d'inhibition des autres fonctions neuronales. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais c'est vraiment ça. Donc, à l'avant du cerveau, on a la capacité à gérer la concentration et à gérer l'attention. Et l'autre type de méditation, c'est au contraire le type de méditation où on va être à l'écoute et accueillir ce qui arrive, ce qui se passe,
Et donc là aussi, c'est une prédisposition où on augmente le niveau de réceptivité et de sensibilité de notre cerveau pour petit à petit entendre, on peut faire l'exemple là maintenant de suite, hein, on entend un bruit. Et puis maintenant, on va rajouter un deuxième son qu'on entend autour de nous. Et puis on essaie d'entendre un troisième son. Bon, on pourrait faire l'exercice. Et en fait, cette prédisposition du cerveau à venir petit à petit ouvrir les écoutilles, ouvrir sa sensibilité, c'est aussi une prédisposition du cortex préfrontal. Et donc, en fait, pour répondre à la question, en travaillant sur la méditation, en fait, on exerce la souplesse et de la flexibilité pour aller muscler, entre guillemets, son cortex préfrontal et donc pour aller développer ses capacités de mode mental adaptatif. Bon, là, il faudrait... j'ai un truc à vous proposer, là, juste derrière, justement. J'ai une formation. J'ai une formation à vous proposer sur le sujet. Mais, okay. Voilà. Merci, Michel. Merci, Michel. C'était bien complet. Merci pour le cadeau de la pleine conscience, de ce petit moment de pleine conscience. C'est intéressant. Version courte, hein, j'adorerais faire une visualisation, mais là, bon, c'est un peu... Oui, mais j'avais envie de l'entendre. Merci. Et en dehors de la méditation, Alex demande comment basculer en mode adaptatif. Il y a d'autres... Plein. Il y a plein. C'est justement, je fais ma page de pub. Hein. Je peux, Jennifer, faire ma petite page de pub? Oui. Allez, merci. Non, en fait, je dis page de pub, oui et non, parce qu'en fait, c'est l'objectif. Voilà. L'objectif, c'est d'aller plus loin. Bon, là, on a vu les biais qui sont un outil de justement cette bascule. C'est un des modes de fonctionnement du mode mental automatique, cette zone de confort. On a monté avec une de mes partenaires, Elodie Herkel, je ne sais pas si elle est là, on a monté plusieurs types de formations pour les formateurs, pour les facilitateurs et pour les coachs. Là, on en a une fin février, 24-25 février, où on va travailler spécifiquement sur les gens qui accompagnent les personnes, donc spécifiquement les coachs. Et donc, l'objectif de cette formation, c'est justement de travailler de vous expliquer l'apport des sciences neurocognitives et comportementales, donc l'apport des neurosciences dans le comportement, l'objectif étant que vous puissiez mieux accompagner, bien entendu, l'objectif étant que vous compreniez, alors je dis le fonctionnement du cerveau, moi je ne suis pas neuroscientifique, je m'appuie sur les neurosciences, mais je m'appuie sur l'application des neurosciences en contexte professionnel, en contexte de management, en contexte d'accompagnement, et donc je travaille là-dessus, et j'accompagne des personnes et des groupes. Donc là, on va parler de comment on comprend ce qu'on a besoin de comprendre du fonctionnement du cerveau, pour mieux accompagner les gens, basé sur, là on a vu tout en haut de la pyramide là, du mode adaptatif, mode automatique, comprendre les leviers et les freins au changement, basés sur les bases neurologiques du cerveau, hein. Et puis bien entendu comment retrouver à la fois du plaisir, de la liberté et de l'envie dans l'accompagnement, à la fois pour soi et pour la personne accompagnée, et retrouver de la créativité. Donc, 24-25 février, envoyez-moi un mail à michel.abitboul@gmail.com. Enfin, Jennifer vous donnera toutes les infos. Muriel voudrait savoir s'il est prévu des formations en présentiel à Toulouse. Eh ben, j'adorerais. Hein. Ça ne dépend pas de moi. Donc, si on peut le faire en présentiel, j'ai mis en présentiel ou en distanciel. Si on peut le faire en présentiel, on adorerait le faire en présentiel. On s'amuse et on bosse bien quand on le fait en présentiel. Si on ne peut pas le faire en présentiel, on le fera en distanciel. On a aujourd'hui, en 2020, en 2021, on aura encore plein d'outils avec Zoom, avec Mural. Enfin, on a plein d'outils pour faire les choses aussi bien. Vous expérimentez ça aussi dans votre pratique, je suppose. Donc, on sait faire en distanciel. Ok. Muriel a l'air enjouée par ta réponse. Sur le chat. Très bien. Bénédicte qui demande à développer l'adaptatif. Peut-on être trop dans l'adaptatif? Et cela peut-il devenir de nouveaux biais? C'est une question intéressante. Alors, non, on ne peut pas être trop dans l'adaptatif. L'adaptatif, c'est crevant, hein, c'est épuisant. Hein. Vous vous rendez bien compte quand vous allez une des premières fois de votre vie aux États-Unis là, et que vous passez une journée à parler anglais. À la fin de la journée, vous êtes épuisé, ou quand vous changez de job, vous êtes obligatoirement, vous êtes beaucoup en adaptatif parce que vous devez explorer de nouvelles choses, vous devez construire de nouvelles connexions cérébrales. À la fin de la journée, on est épuisé.
Et puis petit à petit, on stocke de la matière dans notre mode mental automatique, et donc petit à petit, on se libère et donc on gagne en ressources. Donc on ne peut pas être trop dans l'adaptatif parce que c'est aussi un mode de survie de notre cerveau. Donc notre cerveau nous ramène constamment en mode automatique. Donc non, ça ne peut pas être un biais, non. Merci. Angèle qui demande quels sont les moyens d'augmenter son énergie pour être dans la zone adaptabilité et donc être en capacité d'éviter les biais. Donc, comment est-ce qu'on arrive à monter son niveau d'énergie? Alors, j'ai pas dit que quand on était en automatique, on n'avait pas d'énergie. Hein. On peut être heureux et avoir du plaisir en automatique. C'est pas un problème. Hein. C'est-à-dire que quand on mange un bon éclair au chocolat ou un bon camembert, un bon bout de camembert, un bon fromage, là, on peut être tout à fait dans son habitude et avoir du plaisir. On peut tout à fait prendre sa tasse de thé préférée en mode automatique parce qu'on a l'habitude de le faire, et ça reste un plaisir, on peut avoir de l'énergie. Donc l'énergie n'est pas cantonnée du côté adaptatif, hein, c'est indépendant. On peut avoir de l'énergie à droite, enfin on peut avoir de l'énergie en mode automatique, on peut avoir de l'énergie en mode adaptatif, peu importe. Donc la question, c'est comment on peut augmenter son niveau d'énergie. Redites-moi la question là. Comment est-ce qu'on peut, oui, augmenter son niveau d'énergie pour travailler efficacement, j'ai envie de dire, dans le mode adaptatif, dans la zone adaptative? Après, ce qui est important, bon, c'est une réponse. Ce qui est important, c'est d'avoir cette conscience, c'est-à-dire dans quel mode je suis. Est-ce que je suis en mode routine et c'est ce dont j'ai besoin actuellement? Parce que voilà, je suis fatigué ou j'ai rien je suis pas confronté à une problématique particulière, ou est-ce que je suis en mode routine et au contraire la situation exige que je bascule dans l'autre mode. Parce que ce qui est clair, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer là parce que ce n'était pas l'objet, mais ce qui est clair, c'est que quand on est en mode confort automatique et qu'on est confronté à de l'inconnu, de l'imprévu ou du complexe, si on ne bascule pas, on passe en situation de stress. Et le stress se manifeste par différentes stratégies, fuite, lutte, inhibition. Et donc, colère, ça peut être de l'apathie, ça peut être du découragement, ça peut être de la dépression. Donc, ça veut dire que quand on est en mode automatique et qu'on est confronté, là, comme aujourd'hui, situation de Covid, et qu'on essaie de gérer les choses comme on le gérait avant, ça nous met en situation très, très inconfortable de stress. Ça peut être colère, ça peut être l'agressivité, ça peut être d'où tous les conflits sur les réseaux sociaux entre des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, je sais pas quoi, le masque, le vaccin, le truc, le machin. Donc beaucoup d'agressivité et de violence, parce qu'il y a beaucoup de réactions de stress qui sont liées au fait qu'aujourd'hui, on est confronté obligatoirement à l'incertitude. Donc, pour répondre à la question, nécessité d'identifier dans quel mode on est, et puis éventuellement d'explorer à travers les 6 dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure, d'explorer de nouvelles façons d'être. Est-ce que je suis curieux de la situation? Est-ce que je suis nuancé dans la situation? Est-ce que j'accepte la situation telle qu'elle est? Enfin, voilà. Ok, merci. Jean-Pascal qui demande, complémentaire, sommes-nous condamnés à devenir experts en biais cognitifs? Non. Non, j'adore les questions de Jean-Pascal. Non, on n'est pas condamné. On peut être très heureux sans ça. Ce qui est sûr, c'est que identifier ces biais cognitifs, ça permet de gagner de la marge de manœuvre parce que ça permet de donner de la liberté sur ses comportements. Voilà, plus globalement, comprendre son comportement, ça permet de gagner en liberté et donc gagner en joie. C'est sûr que la joie, ça se trouve à travers aussi la capacité à improviser, à gérer de l'imprévu, à accepter l'incertitude, c'est ça. Okay. Merci Michel. J'ai encore 2 questions. Jennifer, c'est OK? Oui. Je ne sais plus quelle est l'heure. Flora qui demande, accepter nos biais utiles n'est-elle pas une étape essentielle pour ne pas se noyer dans notre prise de conscience? Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de ne pas en être piégé, de ne pas en être esclave, pardon. Mais bien sûr,
Mon message, c'est vraiment ça. Hein. Mon message, c'est pas les biais sont le diable. Hein. Je n'ai pas du tout dit ça. J'ai dit les biais sont très utiles. Les biais ont une vraie fonction. Heureusement que les biais sont là parce que ça nous permet de raccourcir nos jugements et donc de sauvegarder énormément d'énergie. Donc, on a besoin de nos biais. La question, c'est juste de pouvoir les utiliser à bon escient. C'est juste ça. Et non, ça y est, on est arrivé à la fin des questions. Il y en a une autre, mais c'est un copier-coller. Merci Michel pour toutes ces... De rien, merci de toutes ces questions. Merci beaucoup Michel. Merci à tous pour vos questions. C'était passionnant Michel. C'est très généreux à toi d'avoir partagé tout ça avec nous. Très apprenant. Évidemment, on a forcément envie d'aller plus loin. Donc, ce que je te propose, c'est effectivement de me faire parvenir j'ai mis dans le chat, j'ai répondu à certains, les informations sur ta formation. On envoie toujours à l'issue des conférences un petit questionnaire pour savoir si ça vous a plu. Le replay, puisque Michel nous a permis d'enregistrer ce soir. Vous aurez donc le replay dans le mail et puis les informations détaillées pour la formation de Michel. Une question, Michel, Non, c'est bon. C'est bon, j'ai répondu toute seule. Tout va bien. Un petit mot, si tu veux nous dire un dernier petit mot avant qu'on se sépare. Merci de l'invitation, une super opportunité d'être en relation. Alors j'ai hâte j'ai pas le don d'ubiquité là, donc j'ai hâte de lire je vois qu'il y a 70 messages là, j'ai pas eu le temps de tout lire là. J'ai hâte, je suis gourmand de lire ces 70 messages, des questions, les interactions. Moi, ce qui m'intéresse, c'était aussi de pouvoir échanger avec vous et j'ai beaucoup apprécié toutes ces questions là. Dans une période qui est perturbée comme la période qu'on traverse actuellement, c'est extrêmement important. Votre job de coach est extrêmement important. Il est extrêmement important parce que vous avez une connaissance aussi des comportements humains et donc vous avez aussi une responsabilité. On a une responsabilité d'aller vers une meilleure connaissance de l'être humain. On a aussi une meilleure connaissance, une responsabilité d'accompagner l'être humain pour créer des choses qui soient plus durables et que nos enfants et les générations futures puissent profiter d'une planète saine et planète accueillante. Donc, c'est à travers les modifications de chacun de nos petits comportements, c'est à travers nos engagements, c'est à travers notre dévouement qu'on peut faire pencher les choses dans le bon sens. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette présentation que j'ai faite pour vous, hein, parce que j'avais des embryons, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher des centaines de ressources en s'appuyant aussi sur ce que j'avais à droite à gauche. Merci de m'avoir permis de formaliser toute cette matière. Et puis j'espère que vous en ferez bon usage. Et puis, et puis qu'on se reverra très prochainement. Avec grand plaisir, Michel. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Et bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonne soirée et à bientôt.